dès que tu as un spectateur dans ces championnats-là qui rentre et qui assiste au match, il faut qu'il ait un billet. Pour justement connaître ton influence en temps réel. En temps réel. Exactement. Parce que quand tu es... Donc, on te flash le billet là, je Ben, sais combien de personnes sont dans ces matchs-là. Exactement. Ben, en fait, tu le flashes pas, mais tu sais combien tu as donné de billets. Imaginons, on est un club ici, en Normandie, Ouais, qui joue Donc, la N2. qui joue la N2. Donc, tu as un match, Le peu importe samedi, le match. le samedi, tu as un match. Exactement. Et bah, dès que tu as une personne qui rentre dans ton stade, tu dois lui donner un billet. Ok. Et donc, à la fin du match, tu sais combien tu as de personnes dans le stade, en fait. Et Oui. tu remplis une feuille de recettes et après, tu l'envoies en disant, bah voilà, il y a telle Voilà. personne à la FFF. À la 3F. Ok. Exactement. Et c'était que des invitations, si c'était que gratuit. Ou sinon, on a payé telle somme, etc. Bah, on a facturé le La billet. Fédé, elle veut juste savoir, elle a besoin de savoir. Bah, pour les combien raisons de de sécurité. personnes. Exactement. Parce que tu peux pas avoir... C'est pour une question de sécurité. Notamment. C'est-à-dire que voilà, il faut positionner parce que aussi il faut l'accord du délégué. Parce que le délégué va dire bah oui, on est d'accord pour les ramasseuses de balles. Normalement, c'est une obligation après un certain niveau. Mais quand tu es dans différents championnats, c'est pas une obligation. Donc première Comme ça chose. sort pas de cadre, il faut demander. Il faut Oui, les autorisations. exactement. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est même fortement conseillé d'avoir des ramasseuses de balles. Parce qu'aujourd'hui, tu vas dans différents stades, tu as une piste d'athlètes tout autour, et des fois le ballon il part super loin. Et ben là, tu gagnes du temps si t'as pas de deuxième ballon. Sauf que des fois, après, ça peut créer des tensions entre les différents bancs ou autres. Ça n'a aucun intérêt. Alors que là, bah, tout de suite, le ballon, il peut revenir comme si tu étais pro. Parce que les pros, hein, tu as des ramasseurs de balles tout autour. Et à cette époque-là, je travaillais aussi pour Tonser. Bah, je filmais les matchs de temps en temps les week-ends. Et je me suis dit, bah, on va faire le lien entre Tonser et le GPSO. Et donc, tu vois, tu organises un événement en dehors de tes résultats sportifs à toi. Parce que Tonser, qu'est-ce qu'il recherchait? Il recherchait des terrains pour leur détection, leur showcase. Bah, toi, tu dis, bah, nous, on était à la Cité des Sports. On a un lieu, est-ce que vous êtes intéressés? Bah, vous venez. Et bah, très bien, ils sont venus, ils étaient ravis parce que le complexe, je sais pas si tu es déjà allé à la Cité des Sports, c'est tout neuf, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et eux, bah, ils sont venus, ils étaient contents. Mais tu vois, c'est de créer justement ces événements-là à côté qui te permettent de créer aussi autre chose que tes résultats sportifs. De créer des synergies, des passerelles. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faut avoir cette vision. C'est que c'est pas juste ton résultat sportif. Parce que c'est tout bête. Mais quand tu as un stade, si tu as ton propre stade, si tu as la chance d'avoir ton propre stade, ce qui est le cas de très peu de clubs par exemple en France, il faut le faire vivre. Et pareil, ta structure, même qu'elle soit associative, il faut la faire vivre. Alors il faut des moyens humains, parce qu'il faut forcément du monde tu vois, pour ces événements-là, mais il faut aussi avoir des idées et de se dire d'être à l'écoute de son partenaire ou de son potentiel partenaire. Arena Podcast, le podcast qui rencontre les acteurs de foot. Aujourd'hui, on est à Caen. Je voudrais remercier d'abord la CRAF 2S. 4 offres, 4 types d'écoles différents. Okay? Le métier du sport, sport business, médiation culturelle et l'école du journalisme. Hein? La première en Normandie. Donc, du bac Dès le bac, exactement. jusqu'au bac plus 5, les diplômes qui sont reconnus par l'État. C'est ça, Donc, exactement. un grand merci à tout le monde de sponsoriser ces podcasts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Fabien Lambert. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, ton intérêt, ta présence. Et on va discuter, on va parler du foot. Bien sûr, avec grand plaisir, Béto. Comment ça va? Très bien, très bien. Et toi? Très bien. Avec la neige, hein? Alors, Fabien, master... Management des organisations opérationnelles et stratégiques. Des clubs de foot. C'est ça, du foot? Plutôt du sport en général et moi dans le football. Okay. Donc en fait, un master AIA. 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 Acquisition, donc les cours, etc. Idéation, avoir des idées. Activation, mettre en place les projets dans la vraie vie. Pas mal. Pas mal. C'est complet? Ouais, c'est complet. Ça donne le cadre. C'est différent. C'est différent. C'est différent. C'est totalement différent. Et ça, ici. À Caen. Chez CRAF 2S. CRAF 2S, exactement. By Patrice Ribaton. Qui a passé au podcast. Exactement. Qui a parlé des métavers. Exactement. Marketing et tout ça, c'était... J'avais un cahier. Comme toi, là. J'avais un cahier avec plein de questions. J'ai regardé l'interview. Parce que là, je me suis dit... Là, il faut étudier quelque chose. J'avais une notion, bon, bref, mais c'était hyper enrichissant et j'ai appris beaucoup avec Patrice. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer lui hier. Et ce matin, c'était... Peut-être qu'on va faire quelque chose ensemble avec l'école. Avec un grand podcast. Et CRAF 2S.
Dis-moi, donc ça se passe bien le master? Ça se passe très bien. Écoute, notre rentrée, on a commencé en septembre. Donc on est une petite promo, 15 personnes. Mais 15 personnes avec des projets. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est que chacun a un objectif, en fait, derrière ce master-là. Ça veut dire que c'est pas juste, on est en cours, on rentre chez nous, et puis on a le diplôme. C'est, on est en cours, on a des projets, et on les met en place dans nos structures d'alternance. Parce que, en fait, la force du master, c'est qu'on est en alternance. Ça veut dire, dans le mois, 3 semaines en entreprise, 1 semaine de cours. Ce qui nous laisse le temps de vraiment travailler dans nos structures. Donc moi, je suis alternant au Stade Malherbe de Caen, team manager de la section féminine et responsable administratif. Toujours que sur la section féminine au Stade Malherbe de Caen. Et ça, c'est une collaboration entre l'école et Alors, le club, ou c'est toi qui allais à chercher? L'école m'a mis en relation avec le Stade Malherbe de Caen. Ok. Parce que moi, je viens pas du tout du bassin normand, je viens de la région parisienne. Écoute, tu habites à côté de chez moi, c'est ça? Oui, bah, plaisir, je crois, non? Non, Montigny. Bah oui, bah les clés sous bois. On était fait pour se rencontrer. C'est un truc dingue. Oui. Et donc aujourd'hui, on est réunis à Caen. C'est quand même fou, hein? Magnifique. Donc voilà, première casquette étudiant, deuxième casquette alternant donc au Stade Malherbe de Caen. Et troisième partie, je suis également freelance dans l'événementiel sportif. En effet. Donc ça veut dire que j'ai ma petite micro-entreprise et que j'ai pu travailler sur des événements. Mais je voudrais te poser une question, parce que sur ton profil LinkedIn, il y a ma vie est le prolongement de mes rêves. C'est quoi tes rêves? Eh bien écoute, aujourd'hui par exemple, c'était un de mes rêves de participer à une émission, de pouvoir parler justement sport business, de pouvoir inspirer éventuellement. Attention que c'est parti. Bah oui. Tu peux tirer vers le bas. Ouais. C'était pour que je grandisse. Et donc, en fait, cette notion-là, je l'ai eue en première année. Première année, quand j'étais à la Win Sport School, donc en région parisienne. C'est que j'ai découvert que la seule limite, c'était nous-mêmes. Et qu'en fait, on avait des rêves et qu'il fallait les réaliser. Et ça veut dire que dès que tu te lèves le lendemain, fonce. Va chercher des opportunités. C'est possible d'avoir le rêve américain en France? Je pense que c'est une question de mindset. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut se mettre des barrières en disant non, c'est pas possible, on va pas y arriver. Par contre, si on se dit si c'est possible en faisant ça, en rencontrant aussi les bonnes personnes, parce que c'est super important, tu parlais de LinkedIn, le réseau. Le réseau aujourd'hui, si t'as pas de réseau, c'est très compliqué. C'est très compliqué. La vie, c'est une question de réseau. C'est une question de réseau et de volonté aussi. Parce que tu peux Bien avoir sûr. le réseau. On ne peut pas rester assis sur le canapé, ça va arriver, il faut aller chercher. Exactement. Et puis il faut faire du bon travail aussi. Et c'est comme ça que, tu vois, si tu réunis tout ça, effectivement, ma vie est le prolongement de mes rêves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginez que j'aurais été à Caen, il y a 3 ans, tu m'aurais demandé. J'aurais pas pu l'imaginer. Et là, si tu me demandes dans 3 ans où tu me vois, je sais pas. Je sais pas parce que les opportunités, il y aura des personnes que je vais rencontrer, peut-être aujourd'hui au sein du Craft 2S, ou peut-être au Stade Malherbe, etc. Je sais pas du tout où ça va m'emmener. Mais j'ai ce rêve de contribuer, entre guillemets, un peu à marquer mon parcours, de mon empreinte, et un peu de partager des valeurs avec des entreprises. Et c'est ça, moi, qui me... Mon mindset. Très intéressant. Aujourd'hui, c'est le foot. Tu as vu le foot, tu as déjà vécu expérience dans les autres sports ou que tu as pratiqué quand tu étais petit? Alors moi, mon sport de prédilection, c'était le judo. Ok. Donc j'en ai fait pendant 10-11 ans. Ah oui. Ah oui, dès que j'étais petit, en fait, on m'a mis au judo. Parce que voilà, c'est le sport en général qu'on fait quand on est enfant. Et après, j'ai grandi donc en faisant du judo, ça m'a appris beaucoup de choses. Et notamment des valeurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au judo, on a un code d'honneur. Et sur ce code d'honneur, il y a l'abnégation. Il y a le respect de l'autre, de l'adversaire. Et en fait, toutes ces choses-là, ça a construit, je pense, un peu mon parcours et ça m'a forgé. Parce que c'est un sport individuel quand même. Mais tu es tout seul au compète. La discipline. Exactement, la discipline. Les valeurs du judo, je pense qu'ils parlent beaucoup à beaucoup de parents. Oui. Et donc, ça ne m'étonne pas que tes parents ont choisi, avec toi, bien sûr, j'imagine, le judo. Parce que c'est une école de vie, je pense. Exactement, tout à fait. Malgré le fait que ce soit... Malgré. Je pense que s'il y a un point, on va dire, entre guillemets, négatif, c'est le fait qu'il est individuel. C'est comme pour la natation. Oui. Hein? Après, c'est pas un sport collectif. C'est important. On est des êtres humains. On vit dans la collectivité.
Donc, mais après, ça reste un groupe, hein. C'est pas que tu fais de judo tout seul. Bien sûr. Et puis de toute façon, tu as des partenaires d'entraînement, etc. Ouais, pour exactement. travailler. Mais tu vois, et c'est très intéressant ce que tu dis parce que à la fin, donc sur les 2 ou 3 dernières années au judo, je prenais plus trop de plaisir. C'est-à-dire que j'allais aux entraînements, mais voilà, les compètes, je voulais plus trop en faire. J'ai jamais eu un très très bon niveau au judo, mais tu vois, je participais quand même aux compètes. Et en fait, à un moment donné, j'ai retrouvé l'essence même du judo quand on a fait des compétitions par équipe. Voilà, toi. C'est tout bête. Mais en fait, bah, t'es 4-5 sur le bord du terrain, bah, pas du terrain, du tatami en l'occurrence, et bah, tu vas aller encourager l'autre. Et en fait, vous ramenez des points chacun pour l'équipe. Et en fait, je trouve ça très intéressant. Mais on était toujours dans cette pratique un peu individuelle, mais au service du collectif. Question pour le foot aussi, hein. Bah, c'est ça, Dans tous les sports. Ça part de l'individuel qui va construire un groupe. exactement. Et donc, le foot, il arrive maintenant dans ton parcours? Alors le foot, j'ai commencé, en fait j'ai fait du futsal. J'ai fait du futsal quand j'étais au collège avec l'UNSS. Donc pendant 4 ans, après au lycée j'ai un peu continué aussi. J'ai jamais eu un très très gros niveau, mais c'était agréable, c'était en intérieur, hein, parce que quand il fait froid c'est compliqué, hein, le football. C'est bien le futsal. Exactement. Non, et puis ça Quand il permet... fait chaud, hein. Oui, aussi. Ah, tu transpires. Ah oui. Mais non, c'était bien. En plus, bah voilà, ça permet, comme tu dis, un sport collectif. Donc, Ouais. on est tous ensemble et puis on s'aérait un peu l'esprit après les cours. Mais en fait, le football, sur la partie plutôt professionnelle, donc moi, j'ai jamais été joueur, etc. C'est plutôt l'extra sportif aujourd'hui. Pourquoi on va parler? C'est venu quand j'étais en première année, donc à la Win Sport School, après mon bac. Donc, je commençais un peu à faire des missions professionnelles. Donc, c'est du bénévolat, tout simplement. Mhm. Dans différents événements, j'ai commencé un peu à poster sur LinkedIn. Et un jour, j'ai Edouard Scholk, je ne sais pas si tu connais, Non. qui travaillait pour Tonser à l'époque, Ah, ok. qui m'envoie un message sur LinkedIn en disant bonjour Fabien, on recherche des étudiants pour venir filmer des matchs pour Tonser. Et on est prêt à rémunérer pour le nombre de matchs que vous filmez. Ton sort, qui c'est, pour qui ne connaît pas, c'est un réseau C'est une application. des bases de données des joueurs. C'est ça. En fait, quand toi, tu es joueur, bah, tu peux mettre tes vidéos, donc tes buts, tes passes décisives, tu mets tes statistiques. Tu remplis toi-même. Exactement. Et ça te met en relation et on dispute avec C'est ça. les autres, quoi. En fait, bah, chacun a un compte dans l'équipe ou autre, parce que tu peux aussi avoir des votes de tes coéquipiers. Oui. Donc c'est super important, parce que comme ça crédibilise un peu plus le profil. Ouais. Donc en fait, c'est voilà, une application où tu rentres tes stats, etc. Et après, tu peux être détecté sur l'application et ton sort organise des showcases. Donc, c'est des détections, pour faire simple. Et c'est ton sœur qui organise ça ou Ouais, c'est ton sœur qui organise ça. Donc, par rapport sur aux statistiques de chaque joueur? c'est ça. Et montre puis les après, équipes, exactement. Et en fonction aussi de ce que les recruteurs ont pu voir éventuellement. Ouais. Parce qu'en général, bah, par exemple, moi, j'ai été recruteur vidéo. Donc, l'objectif, c'est d'aller voir certains matchs et de faire des rapports. En disant, bah, le meilleur joueur, c'est telle personne. Le meilleur... en fonction de son profil, on note et puis on remonte ça à l'application. Et après, donc, ils organisent des showcases devant des recruteurs. Et après, des fois, il y en a qui signent ou qui vont faire des essais. Donc, ton sœur vient me contacter. Donc, à l'époque, j'ai 18 ans et il me demande si je suis intéressé. Je me dis, bah, pourquoi pas? Parce qu'on va parler d'opportunité. Et ça, Exactement. clairement, tu vois, c'est une opportunité. Je ne connaissais pas avant. Et je dis, bah, donc on échange le téléphone avec Edouard. Il me dit, bah, t'es basé où? Donc, je dis, bah, je suis en région parisienne. Il me dit, ah, bah, ça tombe bien. Nous, on est intéressés par Versailles. Donc, est-ce que tu peux aller voir certains matchs de catégorie de jeunes du FC Versailles? Bah, je dis, bah oui, pas de souci, c'est à côté de chez moi. Donc, j'ai commencé un peu à filmer les matchs à Versailles, tu vois, à faire mes rapports. Et puis, par la suite, donc, j'essaye de m'investir, tu vois, de leur demander quand est-ce qu'il y a des showcases pour essayer de voir comment ça se passe. Parce que moi, Ouais. je découvre, tu vois, et je suis étudiant aussi à ce moment-là et je veux voir comment ça fonctionne. Donc, on échange. Il me dit, bah voilà, il y aura un showcase à Carrière sous Poissy. Si tu es intéressé, tu peux venir. Donc, moi, je suis arrivé, j'ai vu un peu comment ça se déroulait, les recruteurs dans un coin, le public, donc les parents qui accompagnent leurs enfants, etc. Toute l'organisation, parce que moi, c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse, tu vois, la partie événementielle un peu. L'événement, ouais. Exactement. Donc de voir comment on gère, bah, c'est tout bête, mais Ouais. les collations pour les joueurs, Ouais. la gestion des joueurs dans les vestiaires, parce que les joueurs, ils connaissent pas Carrière sous Poissy, hein, tu sais, ça vient un peu de toute la France, donc il faut les driver, entre guillemets. Ouais. Et donc, bon, je découvre l'événement, je passe la journée là-bas. Mais tu participes ou tu vas juste comme non, spectateur? je suis en tribune parce que voir. exactement. Et puis moi je lui ai demandé est-ce que tu as besoin d'aide, etc. Il me dit bah non parce qu'il y a déjà les personnes du club, nous on est staffés, etc. Donc Ok. rôle d'observation, que de Ouais. l'observation. Mais c'est très important.
Absolument. Très, très. Donc, tu vois, je prends des notes, etc. Quand tu es à l'extérieur, tu as une autre vision. C'est ça. Et de toute façon, je pense qu'on l'évoquera plus tard, mais après, donc j'ai été au GPSO et je t'expliquerai comment on a travaillé entre Tonser et le GPSO. Donc voilà un peu ma première expérience dans le football, c'est Tonser qui me l'a donné. Voilà, pareil de voir. Donc, tu commences dans le foot déjà. Ouais. Et après, tu arrives à donner la suite dans le football ou... Parce que j'ai vu que tu as des expériences à Roland-Garros, les JO, Med Jack, tu vas m'expliquer la marathon, au Grand Prix de France, le Castellet. Il y a plein de choses là. Exactement, il y a énormément de choses et en fait mon parcours il s'est enrichi parce que encore une fois, quand j'étais à la Win Sport School, on avait des temps qui étaient dédiés donc pour les missions professionnelles. Encore une fois, tu vois ce bénévolat, c'est-à-dire que le vendredi on n'avait jamais cours pour aller justement sur des événements, pour apprendre, pour participer et pour mettre encore une fois, tu vois, les compétences que tu pouvais acquérir en cours, de les mettre en pratique. Et donc moi ces journées banalisées, bah j'y allais. J'y allais parce que c'était important d'aller sur des événements, de découvrir et de ne pas se spécialiser sur un seul sport. Parce que, donc là, il y avait, tu vois, Tonser, le football, mais aujourd'hui, moi, tu vois, j'ai pu participer à des événements comme des compétitions avec Paris 92, qui est un club de handball féminin qui jouait la Coupe d'Europe. Donc c'est quand même pas mal. Dans le milieu du trail, de la course à pied, on recrute beaucoup de bénévoles. C'est tout bête, tu vois, ça va être des missions signaleurs, ça va être des missions gestion des bénévoles aussi. Et en fait, tout ça, ça te permet de monter en compétences et de découvrir une autre vision des choses. Sachant qu'il faut se dire, c'est que peu importe l'événement, ça reste un événement. Donc, tu as une base. Et cette base-là, tu vas la retrouver peu importe que tu organises un match de foot, un match de hand, un match de rugby. Ce qui va changer, c'est ta configuration des lieux ou autre. Mais en l'occurrence, il faut apprendre. Exactement. Il faut apprendre un peu partout. Ouais. Donc, ces premières missions en bénévolat, tout le temps, tous mes week-ends quasiment, sur des événements. Parce que en fait, c'est aussi un des premiers conseils qu'on m'avait donné et qu'aujourd'hui, je pense qu'on pourrait donner aux étudiants, c'est que on dit bah sur mon CV, j'ai pas beaucoup d'expérience parce qu'après le bac, on se dit bah j'ai rien, je vais en études supérieures, mais qu'est-ce que je pourrais mettre sur mon CV? Et en fait, moi, j'avais rencontré un formateur lors d'une porte ouverte qui m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? La fameuse question. Et bah moi, à l'époque, j'avais 18 ans, j'ai dit bah je veux travailler dans l'événementiel sportif. Il me dit, mais ça veut rien dire ce que tu me dis. Ça veut rien me dire parce qu'il y a tellement de métiers dans l'événementiel sportif qu'il faut que tu les découvres. Oui. Je dis, ok, mais comment on les découvre ces métiers-là? Le bénévolat. Le bénévolat parce que tu vas y aller, tu vas donner ton temps gratuitement, donc forcément les gens ils sont intéressés. Et tu vas monter en compétences et en expérience. Parce que tu vois, tu peux faire de la course à pied, comme tu peux participer à des événements de rugby. Et tout ça sur ton week-end. Et comme tu as dit, un jour tu vas t'occuper du public, l'accueil, l'autre des athlètes, l'autre je sais pas quoi, et tu commences à découvrir et peut-être que là tu te positionnes, ah je préfère ça, je préfère ça. Exactement. Et surtout, comme tu le dis, ça te permet de voir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Donc ça te permet de faire un choix. Exactement. Et après, quand tu vas grandir sur ton parcours scolaire et professionnel, bah, tu vas pouvoir dire, bah, moi je veux faire ça parce que justement ça me plaît, ou je veux pas aller là parce que non, j'aime pas. Et c'est comme ça que tu vois, j'ai commencé à faire mes premières missions. Et puis après, donc, j'ai eu mes premières aussi missions rémunérées. Donc là, à l'intérim, notamment, donc sur le marathon de Paris. Parce que, organisé en fait. par Adidas. Exactement. Marathon de Paris, semi-marathon et 10 km Adidas. Ça, ils sont organisés par ASO, Amaury Sport Organisation. Cette organisation, c'est ceux qui font le Tour de France. Pour faire ça. Je ne connaissais pas. Voilà. Donc c'est un c'est une grosse boîte dans l'événementiel sportif. Et c'est eux qui gèrent donc ces événements-là. Basé à Paris, j'imagine. Boulogne-Billancourt, ouais. Okay. Si je ne me trompe pas. 92. Donc pas très loin de ton studio. Ouais. Et donc moi j'étais au service client, tu vois. Donc le service client, ça veut dire que rémunéré cette fois. Rémunéré. Donc en intérim. Hein. Ça veut dire que c'est des missions ponctuelles de 2 ou 3 jours en fonction des besoins. Et le service client, par exemple sur le marathon de Paris ou le semi-marathon ou le 10 km Adidas, ça va être de gérer tout ce qui va être les dossards. Tu vois, toi tu veux courir la course, à un moment donné tu veux changer de sas, et bah, tu vas aller venir au service client et puis tu vas dire bah voilà, je voudrais changer de sas parce que là j'ai visé trop haut, ou là à l'inverse je voudrais redescendre en catégorie, etc. Donc tu vois, toutes ces petites choses, donc beaucoup de relationnel, et ça te permet encore une fois de gérer les conflits aussi, parce que quand tu es dans du service client en général, tu as des personnes des fois qui sont pas très contentes. Que dans l'organisation d'un événement, tu as des problèmes.
Mais il faut savoir s'adapter. Oui, c'est adapté. C'est adapté. On essaye d'éviter les problèmes, mais je pense qu'il arrive qu'il démerde. Bah, l'événementiel, c'est... T'as beau cadrer la chose... Il y a des bons moments, mais ça doit arriver des merdes à l'instant, mais quoi. Bah, en fait, c'est ça. Parce que le public, il est énorme, non? Oui. Je ne veux pas imaginer, mais la marathon de Paris, par exemple, c'est combien de personnes? Beaucoup. J'ai pas le Voilà. chiffre en tête, mais c'est énormément. Ouais. C'est des milliers de personnes. Ah oui? C'est des milliers de personnes qui sont là, mais c'est très bien géré, tu vois. Tout ce qui va être la remise des dossards, tout est cadré, tu as un chemin spectateur. Oui, oui, oui. On parle là aussi de fan expérience, en fait. Parce que quand tu vas venir récupérer ton dossard, ça passe par là. De pas trop attendre dans les files d'attente, d'aller récupérer directement son dossard, de passer par le village, parce que tu as toujours un village où tu vas avoir les partenaires qui vont être présents, donc tu vas pouvoir essayer leurs produits, etc. Et tout ça, c'est des choses toutes bêtes qu'on n'y pense pas. Mais c'est du marketing. Oui, parce qu'on peut dire qu'on a deux publics là. Le public qui vient pour voir, les fans, et les athlètes. Exactement. C'est notre public. Il faut donner une bonne impression, une bonne expérience client des deux côtés, quoi. C'est ça. Et puis même l'athlète... Après, il y a les partenaires, il y a encore des autres choses. Mais en gros, je pense que c'est les deux publics, non? Et puis tu as la famille aussi. Mais comme tu dis, les fans. Ça veut dire que, ouais. Imaginons toi, tu vas aller récupérer ton dossard. Mais tu vas peut-être venir avec ta famille, tes nièces, tes neveux, je sais pas. Et eux, ils sont peut-être pas sportifs. Mais il faut qu'ils passent aussi un bon moment quand ils vont venir. Et ça se trouve sur tous les événements. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément fan, mais on peut venir parce que justement, on se dit, on va passer un bon moment. Exactement. Et c'est ça qui est important. Donc ça a été un peu mes premières missions aussi rémunérées. Et puis par la suite, donc j'ai toujours continué ces missions de bénévolat, qui est vraiment... Roland Garros, c'était quoi, Fabien? Roland Garros, c'est arrivé l'année dernière. Roland Garros, j'étais manager logistique. Donc, pour faire simple, à Roland Garros, tu as des boutiques qui sont disséminées un peu partout sur le site. Oui. Et ces boutiques-là, il faut faire les réassorts. Les réassorts, ça veut dire qu'il faut remettre des commandes. Parce que toi, quand tu vas venir dans la boutique, tu vas acheter. Mais dès qu'il y a un produit qui sort de la boutique, il faut tout de suite qu'il revienne pour éviter d'avoir des ruptures de stock. Donc, quand tu es manager logistique, tu es un peu dans l'ombre. Mais comme toutes les personnes qui travaillent vraiment sur la partie événementielle en général, c'est beaucoup de personnes dans l'ombre. Surtout dans la gestion. Surtout dans la gestion. Ouais. Et donc, en fait, tu as des mini-magasins, entre guillemets, sous le parvis. Et c'est justement, tu as des logisticiens et des managers et des responsables d'activité aussi qui sont présents. Et l'objectif, c'est de justement, dès qu'il y a un produit qui sort, de repréparer une commande pour leur envoyer le plus rapidement possible dans les boutiques. Pour que justement, le fan, en fait, il ait toujours son produit quand il est dans la boutique. La logistique, elle est très importante. Logistique, très très important. Et en fait, il y a... On est à fond dans ces trucs-là aujourd'hui. Hein. Tout le temps. Quand tu achètes ton produit et parfois dans la même journée, il arrive chez toi, tu imagines la logistique qu'il y a derrière. Satisfaction client. Exactement. En fait, aujourd'hui, c'est tout bête, mais le client, il est roi. Ça veut dire que... Plus que jamais. Plus que jamais. Et oui, et c'est ça. Et à Roland Garros, on le faisait très bien et ils le font très très bien. C'est que justement, on avait même installé des click and collect. Ça veut dire que le fan, il pouvait être en tribune, regarder son match, commander, et 1 heure après, il avait son produit. Descend, récupérer ses trucs. Même pas descendre, c'est qu'il avait un point dans une boutique, et au lieu de rentrer dans la boutique, il avait des casiers, et puis hop, il avait son produit qui était là. Ça, c'est la promesse de Roland Garros. Roland Garros, ceux que tu as vus, ils sont au top de l'organisation d'un événement. C'est une machine qui est très très bien rodée. Très bien rodée. Oui. Ah oui. Et puis même les personnes qui sont présentes sont très compétentes. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Ça rigole pas, quoi. Non, ça rigole pas. Et tu es là pour travailler et pour, encore une fois, satisfaire le client. Et chacun dans ses missions. Et puis tu as aussi toujours plus. Exactement. Et le dress code aussi. Le cadre que tu mets. Parce que Roland Garros, c'est quand même chic. Tu as une image à tenir. Et ça, c'est tout le monde. Oui, peut-être... Tu ne parles pas avec un client Roland Garros comme tu parles dans la marathon de Paris. Ah non, mais bien sûr. Mais par contre, ce qui est important, c'est Il y a une attention différenciée, quoi. C'est ça. Mais nous, par exemple, quand on est logisticien ou autre, on est dans l'ombre, donc on n'a pas normalement de contact direct avec le client, hormis quand on va aller dans les allées pour justement faire les livraisons. Mais c'est important de pouvoir renseigner le client. Oui, donc parce que quand tu es sur place, ça t'arrive. Oui. La personne t'arrête, tu demandes un truc, donc il faut être bien informé. C'est ça. Et puis on peut t'identifier parce qu'on a tous la même tenue. Ouais. Sentiment d'appartenance aussi. Parce que la personne qui te pose la question, elle s'en fout, quoi. Elle se dit... tu es dans le logiciel, si tu es un vendeur, elle le veut juste une information. Exactement.
une indication, bon schéma. Je ne veux pas perdre mon temps, moi, client, je cherche quelque chose. C'est ça. Et en plus, elle peut t'identifier parce que tu as une accréditation aussi. Donc elle se dit, bah, ah, cette personne, elle travaille en Roland Garros. J'aurais une question sur, je cherche une boutique ou un match, nanana. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et toi, tu dois être en capacité de répondre. Donc en fait, même si on est dans l'ombre, il faut toujours être prêt, j'ai envie de dire. Encore une fois, adaptabilité. Parce que tu peux pas anticiper. Tu pourras jamais anticiper qu'il y ait une personne qui vienne te poser une question et de te demander telle ou telle question. Donc voilà l'émission un peu à Roland Garros, mais waouh, très très Quel site, hein? Il exceptionnel. n'y a pas longtemps, j'étais là dans un événement et on avait accès à la cour, Ouais. au cours. Et j'ai regardé, il n'y avait pas de match parce que c'était un événement. Mais c'est impressionnant. C'était la première et seule fois que je suis allé. Et Pour l'instant. Pour l'instant. Et j'ai regardé, waouh, c'est un stade de foot, quoi. Ouais, et puis C'est énorme. l'ambiance qui se dégage, même si t'as pas de match. Ah, j'imagine avec le match. Oui, l'ambiance, voilà, la puissance du truc. Et te dire, waouh, c'est Roland Garros, quoi. Tu Et, sens, ouais. il y a eu des exploits. Hein. En plus, bah là, Rafael Nadal, il a arrêté sa carrière, donc Roland Garros, c'était un peu son jardin. Et waouh, tu sens que, en fait, c'est des lieux qui t'inspirent. Et Ça aujourd'hui, dégage un truc, là. exactement. Mm. Et moi qui suis encore actuellement étudiant, je me dis, c'était un rêve, tu vois. En fait, ma vie est proche de mon rêve. Roland Garros, je t'aurais pas dit que c'est un objectif dans un premier temps. Mais j'ai réussi à y participer et par tout le travail en amont. Mais waouh, Roland Garros. Moi, quand je pense à mes rêves, il y a longtemps déjà que je pense à des petits rêves. Mm. Je sais pas, un gros rêve. Des petits rêves. Petit à petit, on arrive. Et ça me permet, moi, de me réaliser plus facilement. Toi, on n'est pas à avoir des objectifs qui parfois sont difficiles et tu passes toute ta vie derrière ces choses. Oui, et puis tu loupes des choses Toi, parce que tu vas avoir des regrets, parce que en fait, tu n'avais qu'une Bon, vision des choses en te disant, bah, moi je vais aller à ce point-là, mais avant d'aller là, bah, il y a peut-être tout un chemin comme ça. Et il vaut mieux, comme tu dis, d'avoir des petits rêves. Après, ces rêves-là, ça devient des objectifs. Parce qu'encore une fois, hein, on peut rester dans le canapé et ne rien faire et avoir plein de rêves. Hein. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, mais il faut aussi se donner les moyens. Et tu vois, exactement. pour aller dans des événements comme Roland Garros ou autre, bah, il y a tout un travail. C'est-à-dire que toute l'expérience que j'ai pu emmagasiner quand j'étais bénévole, après quand j'ai eu mes premières missions rémunérées, eh bah, tu prends tout ça, ça te fait un package et ça te permet aujourd'hui d'être à Roland Garros. C'est tout bête, hein. Toi ou des autres. Le Oxy Trail, ça c'est la Oxy course. Trail. Exactement. Le trail, beaucoup de belle histoire. Oxy Trail, très très belle histoire. C'était comment? C'était bah, déjà, c'était mon premier stage. Donc j'étais en première année. Donc c'était premier stage, je le trouve sur LinkedIn. D'où l'importance du réseau, encore une fois. C'était où ça, Fabien? C'était à Marne-la-Vallée, chez Si, à peu près. Ça appartient, donc c'est un événement qui appartient à l'agglomération Paris-Vallée de la Marne. En gros, c'est à côté de Disneyland. Et Oxy Trail, ça a été créé par le fondateur qui s'appelle Benoît Ponton. Et Benoît Ponton, ça a été un de mes premiers mentors dans le monde du sport. Parce que déjà, c'est le premier à m'avoir donné ma chance dans le milieu du sport. Tout simplement parce que quand je cherchais un stage en première année, donc j'avais vu cette offre-là sur LinkedIn, j'avais postulé, j'ai fait l'entretien, donc on a échangé sur bah voilà, l'objectif d'Oxy Trail et le poste, parce que le poste en l'occurrence j'étais coordinateur des parcours. Donc il me demandait si j'avais déjà des expériences dans le milieu du trail ou autre. Je dis bah oui, j'ai fait le marathon de Paris, j'ai fait des événements de course à pied parce que j'ai été bénévole, etc. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit c'est bon, ça sera toi. Et il me dit ton parcours, il me fait penser au mien. Donc déjà c'est super gratifiant quand tu as quelqu'un qui a créé un événement et qui te dit on se ressemble un peu. Waouh, tu te dis, j'ai un peu la pression aussi. Mais il te dit, ce qui fait aussi la différence, c'est le bénévolat. Parce que, en fait, c'est tout bête, mais tu es capable de donner ton temps gratuitement pour une cause. Et ça vaut toutes les motivations du monde. Et tu as eu plein d'expériences que beaucoup de jeunes en première année n'ont pas. Parce que justement, ils pensent qu'aux cours. Les cours, ça fait partie d'une des clés, mais c'est pas tout le trousseau de ta clé. Faut aller la chercher. Exactement. Tu as déjà répété plusieurs fois. Et donc, Oxy Trail, c'était un stage de 3 mois. J'étais coordinateur parcours. Oui, ça durait 2-3 mois quoi, pour 3 mois, organiser 3 mois. tout le truc. Exactement. Et sachant que
moi, j'arrive sur la partie, on va dire, opérationnelle. Parce qu'un événement comme ça s'organise 1 an à l'avance. C'est-à-dire que quand il y a eu, dès que ton édition elle est terminée, tu penses directement le lendemain à ton édition d'après. C'est ça il faut anticiper. Donc moi, j'arrive sur la partie un peu, l'événement il a lieu en juin, si je me trompe pas. Donc j'arrive pour un stage en avril. Donc tu as toute la préparation un peu terrain, donc tu vois, les inventaires, commencer à faire des reconnaissances du parcours, parce que moi je ne les connaissais pas les parcours. Sachant qu'on avait 5 courses, 5, 13, 23 km, de la marche nordique et des courses enfants. Donc il faut apprendre un peu les différents parcours, même s'il y a beaucoup de parcours qui se regroupaient à certains endroits. Mais il faut les assimiler, il faut voir s'il n'y a pas eu des problèmes sur le terrain. Parce que comme c'est de la course en nature, des fois, dans les forêts, tu vois, tu as eu une tempête, là, tout est tombé, faut dévier le parcours, etc. Il y a toute cette préparation en amont. Et puis, au fur et à mesure des jours qui passent, des semaines, tu commences à rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, à Oxytrail, il faut savoir qu'il y a un village d'animation. Ça veut dire que, justement, encore une fois, sur la fan expérience, les gens, quand ils vont venir récupérer leur heure de ça, il y a des activités pour les enfants. Parce que c'est tout bête. Mais le temps que papa, maman, ils aillent récupérer le dossard, l'enfant, il peut aller s'amuser. Et tout ça, il faut créer justement cet engouement-là. Tu as aussi des partenaires, tu vois, sur de la cryothérapie pour la récupération avec de l'eau froide, Oui, ouais. tu vois, qui sont présents, etc., pour tester les produits. Parce que quand tu es coureur, tu vois, c'est important, la récupération. Et donc, tu as toutes ces choses-là dans le village. Donc, il faut le monter, le village. Et nous, on a la chance d'avoir, comme on appartenait donc, à la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne, d'avoir les services techniques de l'agglo. Ça veut dire donc les services voirie, les services aussi des pas les architectes, mais les menuisiers, toutes ces choses-là, parce que justement, ils te permettent d'avoir des savoir-faire qui vont mettre en place à Oxytrail. Sachant que moi, quand j'y étais allé, c'était la 9e année. Donc, tu vois, c'était un peu, encore une fois, rodé. On parlait de Roland-Garros, mais là, c'est pareil. Il faut organiser tout ça. Et donc, tu travailles main dans la main pour sécuriser le parcours. Tu vois, ça va être de la pose de barrières en amont, etc. D'aider pour le montage du village, les tentes, de coordonner les prestataires. Parce que tu as par exemple des prestataires qui vont t'amener des toilettes. Donc, il faut aller les guider. Où est-ce que tu les mets? Il faut faire le lien entre les différents services pour faire le raccordement de l'eau, de l'électricité. Parce que tu es sur une plaine, entre guillemets, et il faut la faire vivre, cette plaine-là. Donc, il faut l'électricité, il faut de l'eau, etc. Donc, à toi de coordonner un peu tout ça. Donc, ça, c'était Grégoire Chicard qui s'en occupait, qui était responsable village, et Benoît Ponton, donc, qui chapeautait un peu tout ça. Et moi, j'étais un peu en support sur cette partie logistique. Mais c'est un putain événement, quoi. Ouais. Et après, donc, jour de course, moi, mon rôle, il est simple, c'est d'ouvrir la course. Donc, le matin, on fait des reconnaissances avec mes différents équipiers, le jour de la course, pour déjà s'imprégner du parcours et de voir qu'il n'y a pas de problème le jour J. Et après, donc première reconnaissance le matin de bonne heure, et après il y a les premières courses qui commencent à partir. Et donc moi je dois partir 30 minutes avant les premiers coureurs. À chaque fois pour aller vérifier que tout se passe bien, les ravitaillements ils soient bien en place, parce que ça aussi tu vois c'est une logistique. On avait 3-4 ravitaillements sur tout le parcours, donc il faut qu'il y ait la bonne nourriture au bon moment, les packs d'eau qui soient toujours présents, les équipes, les bénévoles qui soient là, donc nous on travaille beaucoup avec aussi des écoles. Mais à Oxytrail, tu as une grosse force, c'est que tu as énormément de bénévoles qui reviennent chaque année. Ah ouais. Bah oui, parce que justement, c'est le sport. C'est le sport et puis l'ambiance. À Oxytrail, par exemple, c'est une course où tu as 5-6 animations sur le parcours. Ça veut dire que tu as des musiciens qui jouent pendant que tu cours. Ah cool. Et ouais, mais tu vois, fan expérience. Et toi, quand tu cours, hop, tu as de la musique en live en fait. Et c'est ça qui est incroyable, cette bonne humeur, etc. Et donc les bénévoles, eux, ils veulent tout le temps revenir. Et donc c'est un peu ça notre rôle, tu vois, c'est de coordonner que le jour de course tout se passe bien. Et puis dès que la course est terminée, faut ranger, hein, faut replier, donc il faut aider à démonter toutes ces choses-là. Mais waouh, quel souvenir, parce que quand tu as 18 ans, avoir ces responsabilités-là sur des courses qui drivent beaucoup de monde, encore une fois, il faut savourer en fait. Et Oxytrail, c'est une très bonne passerelle que tu me fais. Donc Benoît Ponton, par la suite, il voulait qu'on retravaille ensemble quand j'étais en 2e année. Et moi, je lui ai dit, Benoît, on va pas retravailler ensemble parce que je veux découvrir autre chose. L'événement, il était incroyable, mais j'ai besoin d'aller voir aussi d'autres événements pour me former et pour être encore plus fort. Et il m'a dit, c'est simple, crée ton statut d'auto-entreprise et on te prendra en freelance. Et c'est lui qui m'a permis de créer mon auto-entreprise. Et donc, après, bosser en la 12e fois avec eux ou pas? Exactement, en auto-entreprise, Okay. en freelance.
le même rôle que j'avais en stage, mais je le faisais pour mon compte. Et c'est là que tu te dis, encore une fois, tu vois, c'est des rencontres qui te permettent de découvrir. Parce que moi, je ne connaissais pas du tout le monde de la micro-entreprise, je ne savais pas que c'était possible. Aujourd'hui, nous, dans le monde de l'événementiel sportif, quand tu es freelance, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, les freelances dans l'événementiel sportif. Ouais. Donc, moi, j'ai découvert ça. C'est ponctuel, non, l'événement. Même si tu as dit tout à l'heure que voilà, ça se bosse d'un an à l'autre, et donc on n'arrête pas. Mais ça peut arriver des accidents, je ne sais pas, pour quelle raison l'événement, ça ne se répète pas, ou c'est dans un autre endroit. Bon, ça peut changer. Ça, en fait, ça peut changer effectivement, mais d'où l'importance d'avoir beaucoup de contacts pour multiplier les événements. Ça veut dire que ne pas penser à un seul événement, parce que sinon tu vas pas vivre, ça va être compliqué. Mais d'avoir plusieurs événements à différentes périodes de l'année et à t'organiser. Et encore une fois, tu me fais une passe décisive, incroyable. Mais il y a une startup qui s'appelle Five Service. Five Service, qui permet de mettre en relation des freelances avec leurs propres clients. Et en fait, ils ont un rôle d'apporteur d'affaires, entre guillemets. Et eux, ils te permettent justement d'aller décrocher des événements que tu n'aurais peut-être pas pu aller chercher parce que tu n'avais peut-être pas encore le réseau. Ça, c'est la plateforme online pour les designs, pour les filmmakers. C'est Fiverr? Alors, c'est Five, F-Y-V-E. Five, avec un S, je crois même. Five Service. Et en gros, c'est... non, c'est une autre chose. Alors. Non, Okay. ouais, c'est un service de RH, mais pour freelance, pour même, je crois, ils font CDD et CDI, si je ne me trompe pas, sur cette partie-là. Et donc, ils te permettent de t'amener sur des expériences que tu n'aurais pas pu trouver. Par exemple, tu vois, moi, quand j'ai bossé sur les Jeux Olympiques, tu en parlais tout à l'heure, bah, c'est grâce à eux que j'ai trouvé ça. Quand j'ai bossé à la Fédération Française de Football, on pourrait y revenir, c'est aussi grâce à Five. Et en fait, ils t'apportent des clients que moi, j'aurais pas eu parce que, encore une fois, je suis tout jeune et je débute et eux, ils te simplifient la chose. Incroyable. On revient dans le foot. Tu as parlé, c'est toi qui me donne la passe. Toujours. Travail d'équipe, hein. Avec la FFF, c'était comment la 3F? Eh bah, encore une fois, t'en prends plein les yeux. T'en prends plein les yeux parce que quand t'arrives, c'est la salle des trophées. Hein. Dans le hall d'accueil, tu te dis, waouh, t'es dans un lieu mythique. Mythique. Boulevard Grenelle. La Fédération française, je pense que c'est la fédé la plus grande, plus importante en France. Hein. Ouais, et puis tu te dis, waouh, tout simplement. Et donc moi, mon rôle, j'étais au service billetterie. Donc c'était une mission de 2 mois, donc en freelance. Notre objectif, il était simple, c'est que la FFF, donc il gère plusieurs championnats. Donc il gère National, N2, N3, D1 Futsal et du coup maintenant la première ligue féminine. Parce qu'à l'époque... Et la Ligue 1, Ligue 2 aussi ou non? Non, LFP. LFP, c'est la ligue française... Professionnelle. Professionnelle de football, qui gère la Ligue 1, Ligue 2. Mais non, la FFF, c'est plutôt ces championnats-là. Ah, la FF. Les jeunes aussi? Non. Bah, c'est-à-dire Ou 19 nationaux, ou 17 nationaux? Alors oui, mais pas au niveau de la billetterie. Gambardella, c'est pas la FF? Si, ça c'est la FFF, mais pas au niveau du service billetterie. Okay. Ça veut dire que nous, on va s'occuper, on va dire, des seniors sur ces équipes-là. Et parce qu'en fait, les obligations de billetterie. C'est-à-dire que quand tu es dans ces championnats-là, tu as une obligation de billetterie. Tu dois émettre un billet. Même si tu ne factures pas ton billet. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est important, il faut que les clubs aussi comprennent, parce que des fois c'est compliqué à comprendre, mais dès que tu as un spectateur dans ces championnats-là qui rentre et qui assiste au match, il faut qu'il ait un billet pour justement connaître ton influence en temps réel. En temps réel? Exactement. Parce que quand tu es... Donc on te flash le billet là, je sais combien de personnes sont dans ces matchs-là? Exactement. En fait, tu le flashes pas, mais tu sais combien tu as donné de billets. Imaginons, on est un club ici en Normandie. Oui, qui joue la N2. Qui joue la N2. Donc tu as un match, peu importe le match. Le samedi, tu as un match. Exactement. Et dès que tu as une personne qui rentre dans ton stade, tu dois lui donner un billet. Okay. Et donc à la fin du match, tu sais combien tu as de personnes dans le stade en fait. Et tu remplis une feuille de recettes et après tu l'envoies en disant il y a telle personne à la FFF. À la 3F, ok. Exactement. Et c'était que des invitations, si c'était que gratuit. Ou sinon, on a payé telle somme, etc. On a facturé le billet. La Fédé, elle veut juste savoir, elle a besoin de savoir. Pour des raisons de sécurité, exactement. Parce que tu peux pas avoir... C'est pour une question de sécurité. Notamment. Parce que tu peux pas avoir plus de personnes dans ton stade que ta capacité de ton stade. C'est ça la question? Notamment.
Parce qu'aujourd'hui, Mais ça arrive, excuse-moi si je te coupe, ça arrive des situations que le stade il n'a pas respecté les consignes de sécurité, des capacités. après, moi, on n'a pas eu le cas quand j'y étais sur les 2 mois. Après, en l'occurrence, ça reste des championnats où on n'est pas sur des très très grosses affluences. Voilà, On n'est c'est pas ça. sur des 40, 50 Ouais. 000, pas du tout. C'est pour ça aussi que je te pose la question. Bah, on est sur des championnats où ça drive entre 1000, 2000 personnes, et pour les meilleures équipes, hein, Exactement, et quand il fait beau. exactement. Sinon, tu vois, tu as une centaine de personnes. Mais c'est important que même si tu qu'une centaine de personnes, ils aient un billet. Ok. Voilà. Et ça, faut le comprendre. Donc nous, l'objectif, c'était d'accompagner justement les clubs. Parce que, bon, quand tu es en national, N2, ça va. Mais quand tu es en N3, bah, des fois, c'est des clubs, c'est la première fois qu'ils accèdent à la N3. Et ils connaissent pas ces process. Donc à toi de les accompagner, de les former à l'outil billetterie, qui était l'outil Club Hill. Et en fait, c'est simple, c'est qu'on les a au téléphone, on leur dit, bah voilà, il faut que vous fassiez tel process pour imprimer vos billets, en fait. C'est la Fédé qui donne le Les logiciel et tout ça. Oui, exactement. C'est un Donc logiciel le club, il prot ne à la Fédé. dépense pas d'argent par rapport à ça. Pas par rapport au logiciel, par rapport aux souches de billets, nous, on en envoie en fonction de combien ils ont commandé. Ça veut dire que à l'année, tu fais un prévisionnel. Ok. Je te dis une bêtise, l'année prochaine, donc tu vas monter en N3, tu te dis, bon, je vais avoir 200 personnes qui vont venir à chaque match, donc j'ai tel X. nombre de rencontres, je multiplie, donc ça me donne tel chiffre, et ben je vais commander le nombre de billets à la FFF. Et la FFF, ils t'envoient des billets, donc des planches, et après c'est à toi d'imprimer les billets jour de match. Ah, c'est cool, hein, c'est au club. Ouais. À Sur vous no- d'imprimer, couper, découper et donner à les personnes. Ça, c'est sur les planches A3, effectivement. Sinon, tu as les billets thermiques. Mais ça, c'est plutôt les clubs en national qui ont ça. Donc, en fait, ça te permet de gérer ton propre outil. Explique-nous, c'est quoi les... Billets thermiques, planche A3. C'est celui-là, le thermique, c'est celui-là qui sort sur l'instantané, quoi. Exactement, sur Il le sort de la téléphone. machine. Exactement. Ça veut dire que c'est à toi de pouvoir. Tu gères l'interface, entre guillemets. Ok. Alors que la planche A3, on va t'envoyer, en fait, c'est comme si là, je En t'envoyais papier, mon en carnet, format exactement. A4. Tu vas avoir donc Trois les billets. mentions obligatoires, FFF, le championnat. Et après, cette planche de billets, tu vas la mettre dans une imprimante basique. Et tu vas remplir, tu vois, tu peux mettre ton logo partenaire, si tu as des partenaires que tu vas mettre sur le billet. Ok. Et tu vas donc mettre le nom de ta rencontre, à quelle heure, etc. Et tu imprimes ces billets-là. Comme ça, ils sont nominatifs à chaque personne. Donc vous passez un template Exactement. pour faire 3 billets. C'est ça. Après, le club, il est rempli. C'est fait ça. un En prix. fonction des matchs et puis de son influence. Parce que peut-être que tu vois, Ouais. il a prévu 100 personnes, mais il en aura peut-être plus, etc. Donc il adapte. En fait, nous, on lui donne juste la base. Et après, lui, il personnalise cette base, cette planche à 3. Et puis il donne le Et billet. le thermique, comment ça se passe exactement? Et bah, le thermique, en fait, ils ont leur propre logiciel. C'est-à-dire que nous, on n'envoie pas de base, pas papier. Ok. Et après, tu as aussi les e-billets. Il faut pas l'oublier aussi. C'est que tu as des clubs qui. Mais là, il faut avoir. Une Entre application. guillemets, oui, exactement. Et Oh. puis les moyens, parce qu'il Ouais. y a du graphisme, etc. Mais il faut pas oublier que tu dois tout le temps avoir ces mentions obligatoires. Donc les mentions obligatoires, c'est la FFF, le nom du Ok. championnat en l'occurrence, le lieu de ta rencontre, l'horaire, etc., etc. Et en fait, on les a accompagnés pendant 2 mois. C'est ces clubs-là. Donc C'est on était au intéressant, service ça. militaire. C'est très intéressant. Et puis tu échanges avec les clubs et tu leur apportes en fait un service client. On en revenait, tu vois, de ce qu'on disait tout à l'heure Ouais. au marathon de Paris, mais là c'est pareil, c'est que le club, bah, c'est un client, il faut essayer de le satisfaire au mieux et d'avoir des échanges avec des interlocuteurs en physique, c'est toujours intéressant, même si c'est que par téléphone. Mais le club, il se sent accompagné. Et puis nous, on peut... moi, je suis juste resté 2 mois, hein, mais il faut... En fait, tu vois, c'est des services qu'on pense pas quand on va au stade. Mais Ouais. tout ça, c'est... Bien Voilà. sûr. Moi, ce service-là de la billetterie, waouh, c'est dans l'ombre, T'en entre apprends beaucoup, guillemets. j'imagine. Tu apprends beaucoup. Ouais. Et tu te dis, moi, c'était juste sur 2 mois. Et eux, ils font ça toute l'année à gérer parce qu'après, quand tu as la Coupe de France, bah, il faut aussi des billets. Donc là, tu as une autre logistique qui se met en place, en plus des championnats que tu gères sur la partie billetterie. Donc, ça te fait une sacrée logistique, encore une fois. Et vous avez une idée de combien le club il a facturé avec les entrées? Vous avez une visibilité sur ça? On sait, Sur oui, l'entrée combien... d'argent? En fait, on sait combien il a sur les feuilles de recettes. Oui, Oui. parce qu'il faut qu'il donne ça. Bah, Donc le tu sais, délégué son doit club signer. X qui joue N2, combien il a gagné cet week-end Exactement. avec la billetterie. Et en fait, tu sais combien, surtout, l'influence, encore une fois. Ça fait une recette, ça, pour les clubs, Fabien? La billetterie, Ouais. en fait, tout dépend de ton modèle économique.
Ouais, parce que normalement, un match comme ça, c'est 5 euros. Moi, j'ai pris l'exemple, par exemple, du Versailles. Hmm. J'ai accompagné l'année dernière 3 matchs. 5 euros, bière inclus. C'était cadeau. Ça. C'est vrai que Non, Jonathan. Attends, la pint coûte 8 euros, le billet à 5 et j'ai regardé mon foot de match. Ah, c'est gagnant. Allez, c'est du business, quoi. Mais c'est très bas. J'ai regardé un match du Paris Saint-Germain, je pense aussi, c'était 4-5 euros. Donc ça ne coûte pas très cher. C'est complètement bah, viable. en fait, tu as deux options. Tu as beaucoup de clubs, euh, quand c'est des championnats, on va dire, soit amateurs, soit semi-professionnels, qui facturent pas ces billets-là, parce que justement, ils veulent avoir une influence. Et c'est compliqué des fois de mettre un tarif pour avoir des gens qui viennent, parce que peut-être qu'ils vont pas dépenser, etc. Après, sur des clubs un peu plus structurés, tu peux éventuellement essayer de mettre justement un tarif d'entrée, mais il faut être sûr que tu vendes tes places, quoi. Parce que si c'est pour mettre un prix exorbitant et que tu n'as personne, est-ce que ça vaut le coup? Ça, en fait, c'est une stratégie et c'est propre au club. Ça dépend Ouais. de leur volonté. Après, aujourd'hui, encore une fois, ce qui est la fan expérience, tu as la billetterie, mais tu as tout ce qui est à côté. Tu vois, tu parlais de la bière, la La buvette, buvette. etc. Hmm. C'est qu'est-ce que tu mets à côté qui pourrait augmenter le panier moyen de ton utilisateur. Et peut-être que tu lui fais une entrée gratuite, mais il va peut-être consommer, tu vois, à la buvette. Ou si tu as un partenaire qui est présent dans ta tribune, etc., qui a une animation, bah, peut-être que tu vas faire découvrir un produit, etc. En fait, le modèle, il est propre à chaque club, mais surtout, en fait, faut avoir la volonté de développer justement cette fan expérience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un match de football, peu importe la division et j'ai envie de dire le championnat aussi, c'est plutôt une perte d'argent. Parce que, notamment, quand tu rentres dans des gros clubs, bah, tu as toute la sécurité à payer, que ce soit les stadiers, que ce soit tout ce qui va être hospitalité. Donc, en fait, c'est à toi de créer un modèle économique, donc à côté, d'essayer de créer des événements en plus de tes matchs. Et que le sportif, ça soit juste un plus. Et aujourd'hui, et ça, on l'a étudié notamment au Craft 2S avec Patrice Ribaton, c'est que les clubs, le modèle économique ne doit pas que se reposer sur le sportif. C'est-à-dire que si tu te dis, bah, je vais faire de l'argent parce que mon équipe, elle performe, c'est bien, ça aide. Mais qu'est-ce que tu crées à côté si ton équipe, elle est plus performante? Donc, à toi de créer des événements, etc. Et on va reparler de Tonser, par exemple. Nous, donc moi, j'ai travaillé aussi au GPSO. On ne l'a pas encore évoqué, mais ça aussi, c'est une très très belle expérience de ma part, le GPSO 92 ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club 100% féminin de football, basé à Issy-les-Moulineaux. J'étais chargé événementiel dans ce club-là la deuxième année, sinon j'avais commencé bénévole avec eux. Et la deuxième année, donc j'étais en service civique avec eux sur la partie événementielle. Donc j'ai travaillé 9 mois. Et donc à cette époque-là, je travaillais aussi pour Tonser. Je filmais les matchs de temps en temps les week-ends. Et je me suis dit, on va faire le lien entre Tonser et le GPSO. Et donc, tu vois, tu organises un événement en dehors de tes résultats sportifs à toi. Parce que Tonser, qu'est-ce qu'il recherchait? Il recherchait des terrains pour leur détection, leur showcase. Toi, tu dis, nous, on était à la Cité des Sports, on a un lieu, est-ce que vous êtes intéressés? Vous venez. Et très bien, ils sont venus, ils étaient ravis parce que le complexe, je sais pas si tu es déjà allé à la Cité des Sports, Non. c'est tout neuf, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et eux, ils sont venus, ils étaient contents. Mais tu vois, c'est de créer justement ces événements-là à côté qui te permettent de créer aussi autre chose que tes résultats sportifs. De créer des synergies, des passerelles. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faut avoir cette vision. C'est que c'est pas juste ton résultat sportif. Parce que c'est tout bête. Mais quand tu as un stade, si tu as ton propre stade, si tu as la chance d'avoir ton propre stade, ce qui est le cas de très peu de clubs par exemple en France, il faut le faire vivre. Et pareil, ta structure, même qu'elle soit associative, il faut la faire vivre. Alors il faut des moyens humains, parce qu'il faut forcément du monde, tu vois, pour ces événements-là. Mais il faut aussi avoir des idées et de se dire d'être à l'écoute de son partenaire ou de son potentiel partenaire. Et moi, quand j'avais été donc à Carrière-sous-Poissy pour Tonser, là ils étaient sur ce terrain-là, mais je leur ai dit, est-ce que vous serez intéressés pour la Cité des Sports? Oui, pourquoi pas, on va aller faire une visite. Très bien. On a fait une visite, donc je leur montre, ça répond à peu près à leurs critères. Et après, toi, jour d'événement, à toi de mettre un standing pour qu'il reste en fait. Et c'était très simple. Hein. Moi, j'avais donc à l'époque, j'étais en deuxième année à la Win Sport School, donc j'ai mobilisé quelques camarades de ma promo pour faire des missions professionnelles avec nous dans cet événement-là. Et je leur ai dit, c'est très simple. On sera tous en costume. On sera tous en costume le jour de l'événement.
On est arrivé, donc tout le monde était en costume, que ce soit la sécurité, l'hospitalité ou autre, on était tous en costume. Et là, quand ton sœur est arrivé, ils nous ont dit C'est le sérieux. ouais, ça c'est la sécurité, ça c'est l'hospitalité. Bah, ils étaient impressionnés. On est bien. Mais on a dit, mais en fait, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. C'est un honneur et par contre, on va mettre la barre haute. Parce que il faut que justement, il y a quand même des recruteurs qui viennent. Donc, tu as différents clubs professionnels qui sont présents. C'est encore une fois, c'est important de montrer une belle image. Et donc, tout le monde a fait cette tâche-là avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur. Et j'ai une anecdote aussi. Un de mes camarades de promotion, Reda, il était au niveau du pôle, on va dire, hospitalité pour les recruteurs. Et notamment les créateurs de contenu. Parce que ToneSurf fonctionne beaucoup avec une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Et donc, ils ont des créateurs de contenu. Et à un moment donné, il y a un créateur de contenu qui a demandé un café à Reda. Donc, il faut savoir que nous, on était il y a des espaces, des salles de classe qu'on avait convertis en loges qui sont à l'étage. Et ce créateur de contenu, il s'est retrouvé à un moment donné sur le bord du terrain. Il avait demandé son café. Dans la loge, en l'espérant qu'il sera dans la loge. Reda, il a pris le café, il est descendu au bord du terrain et il lui a amené sur un plateau. Et le créateur de contenu n'en revenait pas. Mais service client. Service client, fan expérience. Ouais. Et il était ravi, etc. Et aujourd'hui, ToneSurf continue à organiser ses événements à la Cité des Sports. Ce qui veut dire que l'idée où, en soi, j'ai juste fait une mise en relation entre le club, le GPSO 92 ici, et ToneSurf, hop, structure. Et aujourd'hui, même que moi je suis plus au club, l'idée elle perdure. Je trouve que c'est la plus belle des choses. Ouais. Mais mise en relation, réseau, et tu vois, de créer justement, pour répondre à ta question, parce que c'était ça, le modèle économique un peu des clubs aujourd'hui. À côté, créer des choses. Soyez force de proposition. Ouais. Allez, mais c'est important et c'est pas pour tout le monde, Fabien, arriver à faire des connexions. Je suis d'accord. C'est pas pour tout le monde. Je suis d'accord, mais par exemple, jour de match encore au GPSO, il fallait qu'on anime un peu ces tribunes parce que bah voilà, aujourd'hui le football féminin, c'est un fait, tu as peu de personnes qui se déplacent dans les stades. C'est factuel. Toi, mis de la musique. J'ai mis de la musique, mais surtout j'ai créé une animation à la mi-temps. Ça veut dire que j'ai fait venir des cheerleaders. Donc des pop-up girls, etc. Ambiance américaine. Entrée des joueuses, une haie d'honneur avec une ambiance. Mi-temps, un show avec des cheerleaders. Tu sais, pendant une période, avant ce projet de podcast, et même pendant, là j'ai arrêté, j'ai bossé à niveau marketing, communication pour 2 clubs de foot. Association. Dans nos coins, chez nous. Et j'ai toujours insisté sur ça. Vous avez dans la ville des associations dites danse et la musique. Mais amener ces personnes au stade, ils n'ont jamais écouté. Je sais, j'en avais entendu parler de ton projet par Naufal, qui est étudiant ici. Étudiant ici. Et que j'ai eu le plaisir, un coucou à lui, je ne sais pas si je vais croiser lui aujourd'hui, mais hier, quand je suis arrivé avec la bagnole, plein de choses, boum, j'ouvre la porte, il est là, lui, je dis, qu'est-ce que tu fous ici? Et Naufal, il m'avait parlé donc de ce projet-là, d'Arena Podcast, mais également aussi avec les différents clubs, ce que vous vouliez mettre en place, les idées. Ouais. Et comme quoi, encore une fois, le monde, il est petit. Hein. Ouais. Parce qu'on se recroise ici, avec Naufal notamment, mais c'est des idées, et même d'avoir lancé ce podcast, aujourd'hui. Ça fait partie aussi de la communication d'un club, de venir, de répondre et de dire bah voilà, on voudrait te partager ça, Beto, qu'est-ce que t'en penses? Parfois, c'est les détails. Bien sûr, les mais petits c'est ce qui détails. font la différence. Et c'est ça qui fait la différence. Je suis d'accord avec toi. Je voudrais savoir un peu plus, si c'est possible, ton expérience, parce qu'on reste dans le foot. À Caen, tu es team manager de l'équipe féminine. Là, on a parlé de billetterie, on a parlé des fun expériences. Comment ça se passe à Caen avec le féminin? Tu as la liberté de créer quelque chose à ce niveau? Parce qu'il n'y a pas de billets, par exemple, j'imagine. Il n'y a pas de billets d'entrée? De billets d'entrée? Non. Entrée gratuite. À ce niveau. Si l'équipe première monte en 2e div, il y a ou pas encore? Il n'y a pas encore. Parce que c'est la première div, le féminin. Ouais. Par exemple, c'est ça. Qui a la billetterie. Sinon, c'est possible d'y mettre quelque chose en place? Sur des animations, sur... Ouais.
Oui, après, faut avoir les idées et faut vouloir les mettre en place. Ça veut dire que aujourd'hui, on a par exemple une personne qui vient prendre des photos jour de match. Mhm. C'est tout bête. Mais communication, Communication. communication, d'expliquer. Après, on a la chance au Stade Malherbe de Caen d'avoir une structure professionnelle avec différents pôles notamment et notamment la communication où justement ils peuvent relayer nos informations. Mais c'est tout bête. Pour l'échelle globale, peu importe le club dans lequel vous êtes, mais communiquer, c'est important. Donc nous on met ça en place. Après le jour de match, moi déjà je viens d'arriver donc il faut mettre le temps en place des process, mais encore une fois ça va être la rigueur qu'on va mettre à l'organisation du match. Par exemple moi, tous mes matchs, je suis en costume, comme là je suis venu te voir parce que c'est important un match. C'est important de mettre ce cadre-là, etc. C'est pas pour rien que vous avez tous les délégués en bord terrain, peu importe le championnat, hein, ils seront en costume. Hein. Donc, de mettre un peu ce cadre-là. C'est ce qu'on essaye de mettre en place au Stade Malherbe de Caen, ce qu'il y avait déjà. Donc, je prends juste finalement le process qui avait été mis en place, je le continue. Mais c'est important justement de mettre en place ce genre de choses. Après, par la suite, bien sûr, on a plein d'idées. Nous, sur nos jours de match, par exemple, on a des ramasseuses de balles. C'est tout bête. Mais pas tous les clubs ont des ramasseuses de balles. Pourtant, on a tous des licenciés dans nos clubs. Ça crée Ça crée un lien. Et ça puis, crée un lien. c'est des petites filles qui... Fidélise. Exactement, on fait des Elles vont rêver d'être là demain. Elles vont rester dans le club. Tu m'enlèves les mots. Et nous, notre équipe Fagnon, donc elle est en D3 féminine. Mais aujourd'hui, ces petites filles, quand elles voient ces joueuses rentrer sur le terrain, elles sont, comme tu dis, elles ont des rêves. Et sentiment d'appartenance. Ces filles-là, elles vont te dire, ah bah oui, papa, maman, il y a match dimanche, on va venir au stade. Soit on sera spectatrice, soit on sera en bord du terrain parce qu'on va pouvoir donner les ballons, etc. Papa et maman viennent ensemble. Exactement. Tu amènes la famille. Et du coup, des bons moments. Exactement. Et surtout, tu peux aussi créer des choses derrière. Ta buvette, ce genre de choses. Parce Exactement. que les parents, ils vont consommer. Parce qu'à un moment donné, par exemple, ta joueuse qui est en bord terrain justement pour donner les ballons, à un moment donné, elle va peut-être vouloir des bonbons. C'est tout bête, mais c'est les parents qui vont aller à la buvette. Donc c'est ce genre de choses. C'est des petites choses. Mais ça à la portée de tout le monde. Ils ont tous des catégories de jeunes dans les clubs. Et qui amènent la copine à essayer. Pour ça. Et toi, donc tu vois, ça fait partie de l'organisation. C'est-à-dire que voilà, il faut positionner parce que aussi il faut l'accord du délégué. Parce que le délégué va dire bah oui, on est d'accord pour les ramasseuses de balles. Normalement, c'est une obligation après un certain niveau. Mais quand tu es dans différents championnats, c'est pas une obligation. Donc première chose. Ça sort en port de cadre, il faut demander. Il faut les autorisations. Exactement. Mais de toute façon, c'est même fortement conseillé d'avoir des ramasseuses de balles. Parce qu'aujourd'hui, tu vas dans différents stades, tu as une piste d'athlètes tout autour, et des fois le ballon il part super loin. Et ben là, tu gagnes du temps si t'as pas de deuxième ballon. Sauf que des fois, après, ça peut créer des tensions entre les différents bancs ou autres. Ça n'a aucun intérêt. Alors que là, tout de suite, le ballon, il peut revenir comme si tu étais pro. Parce que les pros, tu as des ramasseurs de balles tout autour. C'est la même chose. Et ce qu'on essaye aussi de mettre en place, c'est que nos jours de match, on a des personnes qui accompagnent nos joueuses sur l'entrée des joueuses. Les petites Les petites. Ou là, la dernière action qu'on a mis en place, c'est avec des personnes en situation de handicap, d'un IME, qui sont venus. Donc le matin, ils avaient fait... différents ateliers footballistiques pour justement l'insertion par le sport, et en l'occurrence là le football. Et donc c'est l'association du Stade Malherbe qui avait porté ce projet-là. Et nous, sur notre match de D3, on a pris ces jeunes-là pour qu'ils accompagnent nos joueurs sur l'entrée du terrain. Et tu vas aller chercher un autre public. Magnifique. Tu vas aller chercher un autre public et tu vois, donc déjà, tu as peut-être 10 ramasseuses de balles. Tu as peut-être 22 personnes qui accompagnent les joueuses. Tu arrives déjà à une trentaine de personnes. Et si c'est des enfants, il y aura forcément les parents. Donc on va dire que les parents, ils sont 2. Ça te fait déjà 60 personnes, une centaine de personnes dans ton stade. Qui n'est peut-être pas fan au début, mais que tu as fait venir. À cause de l'organisation. Exactement. Et plus ta base de fans, qui est peut-être une centaine... Grâce, exactement. Ouais. Mais plus à ta base de fans, tu vois, tu arrives à 200 personnes, etc. Et tu peux monter. Et ça, c'est des petites actions que nous, on met en place et que de toute façon... Il faut faire ça. Parce que l'objectif, c'est de créer justement ce lien et de faire de ce match un rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, quand on est championnat féminin, parce que moi, aujourd'hui, c'est aussi un de mes rêves, c'est de contribuer au développement du football féminin à mon échelle. Attention. Mais je veux aider et je veux contribuer à développer cette cause qui est importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets à ce propos-là. Mais moi, je veux vraiment, c'est pour ça que j'ai PSO 92 ici. 100% féminin, ça colle totalement avec ce que je voulais faire.
Là, la section féminine du Stade Malherbe, c'est juste le prolongement de mon parcours. De cette expérience Exactement. dans le hand. Et en C'est fait, le hand, hein. comme tu as beaucoup de choses à écrire, parce qu'il y a peu de choses aujourd'hui qui sont mises en place sur les matchs des féminines, je parle dans la globalité, eh ben, tu peux amener tes idées. Tu vois, ces petites idées-là. Les ramasseurs de balles, ça existe chez les garçons. Hein. Mais chez les filles, c'est pas forcément transposé. Les escort kids, ça existe chez les garçons. Mais c'est pas forcément transposé chez les filles. Tu vois, c'est toutes ces petites choses-là. Donc, à nous de nous inspirer de certaines choses qui sont mises en place. D'où cette ouverture d'esprit. Tu vois, on parlait de mes différentes expériences, etc. D'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et pas que dans le monde du football. Parce que tu vas aller prendre des choses ici, et toi, tu vas les mettre sur ton événement. Et c'est là que ça devient intéressant. Bien sûr, bien sûr. Très intéressant. Tu penses que le foot féminin, il y a en Normandie et en France, tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à se développer? Énormément. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Mais tu penses que c'est faisable? C'est faisable si on y met de la volonté, d'une part, et après des moyens. C'est comme tout. Mais aujourd'hui, par exemple, il faut que les clubs ils créent des sections féminines. C'est-à-dire qu'il y a très peu de clubs qui ont des sections féminines. Pourquoi? Parce qu'il faut des éducateurs, qui sont en plus des fois des garçons, mais ils n'ont pas forcément d'autres créneaux. Mais il faut aussi les former. Parce que le public féminin, c'est pas le même que le public masculin. On n'est pas du tout sur le même axe de développement. Parce que à un moment donné, le foot masculin, il a de l'avance aujourd'hui sur le foot féminin. Donc c'est important justement j'ai envie de dire, c'est peut-être les jeunes filles d'aujourd'hui qui auront structuré un peu les choses dans 10-20 ans. Je pense. Du moins, je l'espère. Mais il y a plein de choses à mettre en place, tu vois. L'ouverture de ces sections féminines. De permettre aux jeunes filles de pratiquer le football. Parce qu'aujourd'hui, si tu es une jeune fille, tu vas peut-être aller dans le club du coin, mais on va te dire, bah non, on n'a que des sections garçons. Donc là, soit la jeune fille, elle y va, très bien. Soit elle va dire, ah bah non, je vais être avec des garçons. J'ai pas envie. Bah ouais, j'ai pas envie. Ça bloque. J'ai envie d'être avec mes copines, etc. J'ai déjà entendu plusieurs fois ça, d'y aller à chercher ailleurs parce que je vais pas jouer avec les garçons, quoi. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut développer. Et pareil sur les détections. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de détections qui se font pour les garçons. Mais il faut aussi tendre pour les filles. La même chose. Par exemple, on peut parler de Footsider. Je ne sais pas si ça te parle aussi. Non. C'est la même application que ton sœur. Footsider. Footsider. Et ça a été créé par Ronaldinho et Brahimi, je crois, si je me trompe pas. Oui. Et là, ils organisent des showcases 100% féminins. Donc, il y a un développement. Il y a des choses à aller chercher. Mais aujourd'hui, la pratique féminine, elle n'est pas aussi développée que les garçons. Donc, c'est d'abord de structurer dans les clubs, de donner des moyens aux éducateurs, de créer des créneaux spécifiques aux filles, sachant que je crois que c'est à partir de 15 ans qu'une fille peut plus jouer avec un garçon. Oui, exactement ça. Alors, Chloé, elle a dit ça. Parce qu'au début, donc tu peux jouer avec les garçons, donc tu grandis, t'apprends des choses. Mais après, quand je passe 16 ans, si j'ai pas d'équipe féminine, j'arrête le football. Et c'est là que si t'avais, tu vois, des U17, des U18, des U19, je pourrais peut-être continuer. Et peut-être que me dire, oui, le foot, je vais pouvoir en faire. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en place. Et c'est pour ça, quand tu as des clubs comme le GPSO 92 ici, qui sont des clubs 100% féminins, il y en a très peu en France. Il y en a très peu en France, mais ils répondent quand même aussi à un besoin. Parce qu'aujourd'hui, des fois, les clubs masculins ne donnent pas la place justement à ces sections féminines. Mais aujourd'hui, ça tend à changer. Il y a beaucoup de clubs qui ouvrent des sections féminines, et c'est très bien, il faut s'en réjouir. Mais le problème, c'est que tu pars des catégories basses et il faut monter. Donc ça prend du temps. C'est générationnel, j'ai envie de dire. Il a passé ici au podcast aussi Aurélien Marchesi. Ça Oui, te dit quelque chose? bien Tu as sûr. connu lui à Au GPSO, ici? préparateur physique. Oui. Donc moi, je l'ai connu quand le club était en D1 Arkema. Donc à l'époque, j'étais bénévole. Ah, tu étais là en D1. Okay. J'étais là. Après, ils ont descendu, je pense. Hein. Exactement, descendu en D2. D2 féminine. Et après, là, elles sont en R1 actuellement. Top mec. Incroyable. Top mec. Très, très... Responsable de la performance aujourd'hui au Red Star avec l'association. Et là, dans ces moments, il est en Afrique parce qu'il est avec... Centrafrique ou quelque chose comme ça, non? Centrafrique, ouais. Préparateur physique. Aurélien, top mec. Une autre expérience dans le foot? Une autre expérience dans le foot. Du coup, là, on a fait le GPSO, on a fait le Stade Les Jeux Malherbe. Olympiques?
Les Jeux Olympiques, pas dans le football. Pas dans le football, Pas c'était dans le quoi? football. C'était. Alors, j'ai fait plusieurs missions sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Première mission lors de la cérémonie d'ouverture. Tu as participé? J'ai participé, mais j'ai rien vu. J'imagine. J'ai rien C'est vu. comme ça. Parce que justement, t'es dans les T'es dans coulisses. l'organisation. T'es dans l'organisation, mais c'est tout bête. C'est que donc moi j'étais responsable superviseur zone du pont de Mirabeau. Donc en fait, sur la cérémonie d'ouverture, toutes les délégations étaient en bateau. À un moment donné, ces bateaux-là, il faut qu'ils accostent. Et il faut que les athlètes, ils débarquent. Donc, Tu étais là. j'y étais. Donc il y avait plusieurs ponts, mais ça c'était après tout ce qui a pu être télévisé, j'ai envie de dire. Donc, Ah, c'était à la fin? c'était à la fin. En Ok. gros, une fois qu'ils avaient tous passé les différentes animations qu'il y a eu sur le parcours, etc., donc ils débarquaient sur des quais, et après ils avaient deux options. Soit ils allaient à la cérémonie au niveau du Trocadéro et de la Tour Eiffel, Oui. soit ils rentraient directement au village olympique. Olympique. Exactement. Et comme tu as dû regarder la cérémonie, il a beaucoup plu. Donc il y a beaucoup d'athlètes qui sont allés au niveau du village olympique parce que soit ils avaient des compétitions le lendemain, soit parce qu'ils étaient frigorifiés, parce que le temps ne nous a pas aidés. Ouais. Mais en tout cas, moi mon rôle c'était avec plusieurs personnes, c'était de gérer les flux des bus, en fait. Des bus et des cars. C'est-à-dire que les bus, ils allaient au Trocadéro et les cars, ils rentraient au village. Sur un pont, tu as une vingtaine de personnes qui travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait nous qui gérions un petit peu ces bus-là. Tu avais les personnes qui faisaient les réassorts des bus. Parce que dès que tu as un bus qui part, faut en ramener un. Tu avais tout ce qui est la police, parce qu'ils étaient sous escorte. Toutes ces choses-là, tu vois, tu t'aperçois que sur un pont, Les tu as pompiers, plein de choses. Quoi. les pompiers. Tu as une vingtaine de personnes. Et donc, il y avait 4-5 ponts où il y a eu des débarquements comme ça, d'athlètes. Et c'était un C'est peu bien passé. très bien passé. Ouais. Très. Parce que Hormis la pluie, Comme toi, oui, comme tu as dit, derrière les caméras, ça, il s'est bien passé. très bien passé. Très bien passé. Cool. Tu as bossé pendant combien de temps pour organiser ça avant? Alors ça, j'ai juste travaillé 4-5 jours sur la cérémonie. c'était, Ouais, un c'est très peu, court. Mais parce qu'en fait, l'entreprise qui nous a employés, elle a travaillé le sujet en amont, etc. Et nous, on arrive juste sur la partie opérationnelle. Moi, de toute façon, mon cœur de métier sur la partie événementielle, c'est de l'opérationnel. Donc ça va être, on est à un mois de l'événement où on est le jour J en fait. Je suis pas sur de la gestion de projet. Dans la gestion. Je suis pas dans la gestion de projet. Moi, je suis sur de l'opérationnel. Tout de suite, direct sur le terrain, etc. Donc Tu préfères ça? Ouais, le terrain, Ouais. c'est. J'ai Tu besoin kiffes. d'être sur le terrain. J'ai besoin d'être dehors, de rencontrer les gens, etc. Et la gestion de projet, alors c'est bien parce que justement, tu as une idée et tu essayes de la mettre sur le papier. Mais je pense que j'ai pas trop la patience pour ça. Donc AIA, tu es dans le 12e A. Oui, c'est ça. C'était AIA, tu avais dit Oui, non? oui, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Tu m'as fait bugger, mais oui. Et deuxième mission que j'ai fait sur les Jeux Olympiques, c'était au golf national. Ah, côté de chez nous. Exactement. À Manille-les-Hameaux. C'est magnifique. Exceptionnel. Moi, c'était la première fois que j'y allais. C'est beau. C'est très, beau. très beau. C'est très beau. Et là, donc, notre objectif, donc j'ai travaillé 6 mois, par contre, au golf, pour les Jeux Olympiques, c'était de gérer la partie montage des infrastructures. Donc, ça veut dire les tribunes, les tours caméras, toutes ces choses-là. Donc, il y a des prestataires qui interviennent. À nous de coordonner un petit peu tout ça sur la partie terrain et également de les accompagner. Par exemple, on a beaucoup de camions qui venaient sur le site. Et donc, il faut gérer toute la logistique pour les accompagner et pour protéger un peu les espaces. Ouais, tout ça, c'est un putain d'organisation. Quoi. Ouais. Et on se rend pas forcément compte. Mais Ouais, quand on voit que tout se monte au fur et à mesure, waouh, C'est beau de voir à la fin. Hein. c'est ça. Mais c'est exceptionnel. Moi, en plus, j'ai eu la chance donc, de faire cette partie de montage de site, la partie opérationnelle, donc ça va être de la maintenance quand il y aura les spectateurs, etc. Donc de pouvoir aussi un peu regarder la compétition, même si c'est plutôt rare de voir les compétitions pour lesquelles on travaille. Parce que justement, on travaille. C'est normal. Et troisième partie, le démontage, donc des infrastructures. Et donc là, tu vois, ça s'est étalé un peu sur 6 mois pendant les JO. Et puis j'ai travaillé aussi un peu au Stade de France, juste 2-3 jours, 2-3 nuits plutôt, sur la partie de transition, par exemple, entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, parce qu'il fallait changer la configuration. Et notamment, à un moment donné, sur la partie Paralympique et cérémonie de clôture qui avait lieu au Stade de France. Donc de faire cette logistique-là dans ces missions. Tu as déjà vécu beaucoup de choses. Oui. Mais c'est des expériences que j'ai acquises. Toi, quel âge, Fabien? 21 ans. C'est incroyable.
Je sais pas. Je sais pas si c'est incroyable, mais en tout cas, c'est ma vie est le prolongement de mes rêves. Tu vois, on en revient à ça, c'est que aujourd'hui, il y a des opportunités qui se présentent. Tu vis à fond le sport là. Je vis à fond le sport et différents sports. Et Oui. ce qui me permet d'avoir. Tu insistes sur ces points, je suis pleinement d'accord avec toi. C'est ça qui va te forger, c'est ça qui va te donner cette capacité de créer des liens. Utiliser les expériences, mélanger, créer peut-être quelque chose de nouveau ou exploser l'expérience sur certains sports parce que tu as déjà vécu beaucoup de choses. Et c'est ces vécus-là qui peut-être, j'espère, peut-être que tu as déjà fait, va te permettre de créer des choses qui n'ont jamais été faites. J'espère, je le souhaite. Après, ce qui est bien aussi, tu vois, dans toutes ces expériences-là, c'est que le monde du sport, c'est un monde qui est quand même assez petit. C'est-à-dire qu'on se connaît tous à un moment donné. Par exemple, moi, quand j'étais sur la région parisienne, bah, tu vas forcément recroiser des gens. Et en fait, bah, ces personnes-là, elles évoluent, elles changent de société, etc. Mais tu te retrouves sur les événements. Et ça, c'est un vrai plaisir. Parce que peu importe l'événement, bah, des fois, tu vas retrouver des têtes connues. Et tu sais que tu vas bien travailler. Et ça, c'est super important. Et de tisser ce lien un peu sur le terrain. Parce qu'on parlait de LinkedIn tout à l'heure. Je pourrais éventuellement développer aussi cet axe-là qui m'a permis aujourd'hui d'avoir énormément d'opportunités. Et quand je dis énormément, on va même être factuel. Donc mes 2 stages que j'ai eus grâce à LinkedIn, que ce soit la Madjack, parce que tout à l'heure on en parlait, ou Oxytrail, c'est sur LinkedIn. Mon alternance quand j'ai travaillé au département des Yvelines, c'est LinkedIn. Et Roland Garros, c'est LinkedIn aussi. Ma présence ici, si je ne me trompe pas, non, elle commence par Patrice. Oui. Mais voilà, on a discuté pas mal. On a discuté pas mal, effectivement. On a discuté pas mal. Mais c'est grâce à toi aussi que je suis là. Oui. Tout le monde participe. Exactement. Mais en fait, chacun y a un maillon de la chaîne. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que je retrouve aussi au sein du Craft 2S, c'est que peu importe les formations qu'on fait, on se tire vers le haut. Ça veut dire que nous, dans notre promo, donc on est une quinzaine de personnes, mais chacun a des projets et en fait, on se challenge. Et ça, on le retrouve pas forcément dans toutes les écoles. Ça veut dire que aujourd'hui, bah, par exemple, on peut reprendre l'exemple de Naufal. Quand il me parlait de vos projets à l'époque, bah, c'est ces personnes-là qui font partie de mon cercle proche qui me permettent d'être meilleur. Et de dire, ah bah, Naufal, il a ces idées-là, ça peut être intéressant. Mais à moi aussi d'amener mes idées. Et comme tu dis, tu vois, on est un maillon, et en fait, plus, ça fait que du plus. Et quand tu réfléchis comme ça, et quand tu t'entoures de personnes comme ça, tu t'aperçois que bah déjà, la vie, elle est magnifique, et surtout qu'il faut savourer les moments présents. Et aujourd'hui, là, même à l'instant où je parle, je savoure d'être en face de toi. Mais ça, faut en avoir conscience. Et pareil, sur les événements, tout à l'heure, on parlait de Roland Garros, le stade, etc. Quand tu es là, même si tu sais que tu assisteras à aucun match, mais que tu contribues à cet événement-là, c'est une force. Aujourd'hui, de dire que, parce que cette expérience-là, quand tu manages des équipes qui peuvent être éventuellement frustrées, de se dire, bah, on va pas participer à l'événement, etc. Mais en fait, vous faites au-delà de ça, c'est que vous êtes un maillon qui sera essentiel dans la chaîne. C'est tout bête. Mais aujourd'hui, moi, quand je vois une casquette Roland Garros sur une personne dans la rue, je me dis, bah, cette casquette, elle est forcément passée entre les mains de mes logisticiens, des mains de nos équipes. Donc ça fait plaisir de voir. Ça fait plaisir. Mais lui, il va pas comprendre pourquoi je souris quand je le croise dans la rue. Mais parce que, waouh, tu participes à rendre les gens heureux. Et c'est ça, en fait, le sport, ça réunit. Et je pense que c'est pour ça que je m'épanouis aussi, c'est que on va rencontrer tellement de personnes qu'on rencontrerait peut-être pas dans certains domaines. Et d'échanger sur nos différentes cultures, d'échanger sur nos différentes expériences. Et moi, aujourd'hui, ça a été une force parce que j'ai beaucoup travaillé dans le monde du trail. Aujourd'hui, je suis un peu dans le monde du football. Mais demain, je ne serai pas où je serai. Mais ce qui est important, justement, c'est d'avoir un peu ces objectifs-là, de garder un peu cette flamme-là et de se dire, ah bah, ouais, les Jeux Olympiques, c'était un objectif, j'y étais. Roland Garros, c'est devenu un objectif, j'y étais. Travailler pour une structure professionnelle comme le Stade Malherbe, bah, je l'ai fait et je suis en cours. Et moi, mon objectif, et je trouve que je l'ai très bien fait, par exemple, avec le GPSO 92 ici, c'est de garder le lien, malgré que tu partes. Bien sûr. Parce que, en fait, on parlait d'Aurélien tout à l'heure, il est au Red Star, etc. Mais moi, je continue à suivre son parcours. Parce que c'est des personnes qui m'inspirent dans leur domaine. Et en fait, il faut s'entourer de ces personnes-là. On n'est pas obligé d'avoir le même poste. Mais par contre, toi, tu es dans la préparation physique. Toi, tu es dans la communication. Ah, tu fais tel ou tel parcours. Waouh, on s'inspire.
Et j'ai une anecdote là-dessus, et ça va peut-être t'intéresser. Quand j'étais au GPSO 92 ici, donc on avait une chargée de communication, Méline Fépou, qui a quitté le club parce qu'on ne pouvait pas lui proposer de contrat, et surtout qu'elle voulait partir aux États-Unis, avoir cette nouvelle culture, j'ai envie de dire. Et donc on avait un poste vacant, et je me suis dit, première mission que je me suis un peu imposée quand j'étais en service civique, c'était de trouver mon ou ma future collègue. Donc je commençais à regarder un peu LinkedIn, Instagram, etc. Et j'ai tapé football féminin sur Insta. Parce que je me suis dit, on va voir quel type de médias il y a, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Et là, je suis tombé sur football féminin évolution. Et je me suis dit, ok, c'est un bon petit média. Il y avait 10 000 personnes qui suivaient à l'époque sur Instagram. Je vais dans la rubrique contact, et coup de chance, je vois une adresse mail, prénom plus nom, @gmail.com. Je me dis, bon, je pense que... Exactement, parce que Instagram, c'est pas professionnel et ça n'aurait aucun intérêt. Je suis passé sur LinkedIn, j'ai trouvé cette personne qui s'appelle Carla Ferreira. Je lui ai envoyé un message en lui disant, bah voilà, nous, on voudrait communiquer encore plus sur nos matchs au GPSO. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Est-ce qu'on pourrait échanger? Elle est venue, on a échangé pendant 2 heures. Et c'est là que j'ai découvert qu'elle m'a mis une claque sur le football féminin, parce qu'elle s'y connaissait tellement que moi, en fait, j'ai juste appris. Lors de l'entretien, je me suis dit, waouh! Parce que moi, j'avais pas d'expérience significative dans le foot féminin avant. Et elle m'a donné tellement de billes. Tu as donné tout le panorama de foot. Et en plus, donc à la Cité des Sports, quand tu auras la chance d'y aller, il y a une baie vitrée où on a passé l'entretien, et il y avait les joueuses qui s'entraînaient juste en bas. Et elle me dit, ah bah je connais telle joueuse, je connais telle joueuse. Waouh! Et donc, elle me dit, bah ouais, c'est intéressant, est-ce qu'on peut travailler ensemble, etc. Je dis, bah voilà, il y a une offre d'alternance, donc est-ce que ça t'intéresse? Elle dit, bah oui. Donc après, moult péripéties, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui s'est passées entre-temps, elle a signé au GPSO. Et donc elle a fait 1 an. Elle a repris le très bon travail de Méline, et elle a augmenté nos scores sur nos différents réseaux. Et aujourd'hui, elle est au PFC. Et son rêve, c'était de couvrir la Champions League féminine. Bah, aujourd'hui, elle le fait au PFC. Elle couvre les féminines aussi qui sont en D1, et tu vois, ce niveau d'excellence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas tout et je saurai jamais tout. Par contre, on peut apprendre des autres. Et Carla, elle m'a beaucoup appris sur le foot féminin. Et tu vois, c'est des personnes comme ça qui te marquent. Et aujourd'hui, si je peux, j'en profite, je me permets de rendre hommage à certaines personnes. C'est notamment Patrice Ribaton, qui m'a appris tellement de choses sur justement le modèle économique des clubs, à créer des choses à côté, ce qu'on a dit un peu précédemment. Mais waouh, sa vision des choses. Carla, qui t'apprend énormément de choses sur le football féminin. Et que tu te dis, mais en fait, mets-toi à la page, Fabien. Mets-toi à la page, essaye d'apprendre. Non, mais toi, profite on aujourd'hui. te challenge. Ouais. Et j'apprends tous les jours. Et c'est ça qui est une force. Et pareil, je pourrais citer Benoît Ponton, on en a parlé aussi précédemment. Mais j'ai aussi rencontré une personne qui s'appelle Cassandre Tesna. Je ne sais pas si ça te parle. Freelance dans l'événementiel sportif, très très active sur la partie événementielle. Et elle m'avait parlé de la micro-entreprise aussi. Elle m'avait donné des billes. Elle m'avait dit, LinkedIn, il faut que tu utilises, il faut que tu communiques. Elle m'avait sorti une carte de visite. Et j'ai dit, mais attends, cette fille, elle a une carte de visite? Mais moi aussi, je vais faire une carte de visite. Et tu vois, c'est des choses toutes bêtes. C'est des petits détails. On en revient à ce qu'on disait précédemment. Mais aujourd'hui, avoir une carte de visite, tu sais jamais que c'est que tu rencontres dans la rue. Et comment on peut garder le lien? Hop. Tout bête, hein? Et ce genre de choses, ces petits détails que tu apprends des personnes qui peuvent t'inspirer, waouh. Et on peut... Tu es un garçon smart, donc je suis sûr et certain que tu as déjà pensé à ça. Une expérience à l'étranger? Alors, j'ai un gros défaut, c'est que je parle pas très bien anglais. Donc, c'est un frein. Mais, on l'a dit, tout est question de volonté. Donc, j'ai l'objectif, du moins je vais essayer, je pense, de me fixer l'objectif, de maîtriser notamment l'anglais parfaitement pour pouvoir m'expatrier, entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément un objectif de partir à l'étranger. Parce que je me dis, il y a encore beaucoup de choses à faire en France. Mais je peux pas parler de dire ce que je ferai demain alors que je sais pas. Oui, après, attention, quand j'ai parlé de l'étranger, c'était pas d'y aller à travailler. Ok. Mais forcément, il n'y avait pas un objectif pour aller à travailler, mais d'y aller à voir. La coupe dans les US, par exemple, il faut essayer d'y aller voir. Parce que je pense que les Américains vont être toujours top. Parce qu'ils sont en avance encore. Moi, je trouve marrant parce que ça me fait rire.
Au Brésil, ça se parle beaucoup des stades. Ouais. Et un peu dans le monde, ça se parle beaucoup des stades. Mais allez regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au niveau des stades et des fun expériences dans les US. Il y a des piscines dans les stades. Enfin, nous, on pense à couvrir les mecs qui sont déjà dans la piscine. Parce que c'est ça. Ah, mais c'est vrai. Donc, il faut aller voir. J'y- Hein. je- Soit le côté fun, public, soit, je suis sûr et certain, hier, le PSG il a inauguré Son centre d'entraînement. son centre d'entraînement à Poissy. Oui, c'est top, c'est top, c'est top, mais est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce qui se passe dans les US? Parce que peut-être que là, ils sont encore un peu en avance par rapport à ça aussi. Donc, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe dans les US. Et si on va de l'autre côté du monde, et là, c'est ma soeur, coucou à ma soeur, elle a dit la Chine. Il faut il faut aller en Chine. Ok. Parce qu'on ne valorise pas beaucoup l'Orient, le côté. Dans l'Occident, on ne valorise pas beaucoup ce qui se passe là de l'autre côté. Ils sont en avance aussi à niveau des technologies. Hein? Hier, j'étais ici, je parlais avec Patrice vite fait, il avait un hologramme, Oui. un ballon qui tournait. Et j'ai dit, c'est cool. Et c'était la première chose que j'ai dit à Patrice. Ça vient de la Chine? Et il m'a dit, non, c'est une boîte française. J'ai dit, bravo. Les Jeux Olympiques, les drones. Tout de suite après, quelques jours après, ma soeur m'a envoyé des choses que les Chinois ont fait avec le drone dans le ciel. Il n'avait pas de photos, quoi. Mais pas de photos. Et quand tu regardes ceux qui l'ont fait dans les Jeux Olympiques, tu te dis, c'était ridicule, quoi. C'était ridicule. Regarde qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec les drones en Chine. Mais on ne valorise pas beaucoup. Presque rien. Il faut aller voir. Parce qu'ils sont vraiment dans un autre niveau, à niveau des technologies. Donc, US, Chine, aller jusqu'à côté. Hein. Jusqu'à côté avec les Anglais, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à apprendre. Donc, faut aller à mélanger tout ça, étudier, réfléchir, qu'est-ce que je peux faire ici, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est pas bon, et continuer ton parcours parce qu'il m'y rassemble magnifique. Donc je pense que je vais te voir là-haut. Je sais pas, mais oui, c'est vrai qu'il faut aller voir, faut essayer. Moi, j'ai été une fois aux États-Unis où j'avais vu un match de baseball. Waouh, la fun expérience. Toi? Les gens, limite, ils regardent même pas le match. Non. Et moi, je regarde les écrans. Mais tu te dis, alors qu'en France, tu regardes le match. Tu sais, c'est curieux, j'ai regardé 2 matchs de baseball dans les US. C'est le seul sport que j'ai. Oui, j'ai eu la chance d'être quelques fois dans les US, mais d'aller au stade, vraiment, je suis allé 2 fois, match de baseball. Un match, 4 heures. Deuxième match, 4h30. Et tu passes, hein? Tu passes dans le stade, regarder ces trucs et tu dis, allez, on y va. 4 heures d'événement. Mais ils n'ont pas du tout le même concept que nous, mais à nous de nous en inspirer, justement. Parce que... Ça, il y a presque 30 ans. Moi, j'ai 48, ok? Il y a presque 30 ans que j'ai vu ça. Et à l'époque, tu vas chercher la buvette, il y avait les écrans déjà. Aujourd'hui, quand tu rentres dans un stade comme ça et que tu vas chercher ta buvette et qu'il y a un écran, tu dis « Waouh, je peux accompagner le match d'ici. » Les mecs, ils avaient ça il y a 30 ans. Toi, tu imagines combien ils sont dans l'avance. Les arénas là-bas, c'est quelque chose de magnifique. Moi, je regarde quelquefois des photos, des articles, et nous, on est en train de discuter encore des choses un peu bêtes, quoi, parce qu'ils sont à un autre niveau, quoi. Pour ne pas parler des merchandise et tout, fun expérience, il faut aller voir. Ah, c'est sûr. De toute façon... J'imagine que vous discutez ici à la Craft de S beaucoup de choses qui se passent dans les US. En cours, oui. Après, là, on vient juste de commencer le cursus, donc on va voir au fur et à mesure de l'année, mais bien sûr, ça fait partie des axes de l'image de marque à développer, etc. Donc, de toute façon, il faut s'inspirer de ce qui se fait de bien, j'ai envie de dire. Ouais. Et les Américains, quand ça se parle de vendre, ils sont bons. C'est un métier. C'est un métier, hein. Le marketing, le merchandising, on ne le devient pas comme ça. Il faut avoir des idées, il faut les mettre en application et il ne faut pas avoir peur de se lancer. Ouais. La Première Ligue, là aujourd'hui, on a toute la question des droits de télé, la galère qu'il y a en France. Donc voilà, il y a un passage dans le podcast de Patrice qui parle du Paris Saint-Germain, les investissements. Et hier, sur RMC, il est le président pendant la transmission dans l'inauguration du centre sportif d'entraînement.
Et ils ont remercié le Paris Saint-Germain parce que vraiment, le Paris Saint-Germain nous a apporté beaucoup de choses. Et encore aujourd'hui, les droits de télé, c'est un exemple. Dans le moment que Messi, Neymar et Mbappé sont partis, c'est qui les stars qu'on a aujourd'hui? Il n'y a pas de stars. Il n'y a pas de stars dans le foot français. Et ça impacte tout le monde. Tout le monde. Ça impacte à tout le monde, les droits de télé, ça impacte tout le monde. La Ligue 2, nationale, tout le monde, tous les clubs. Ça impacte le foot féminin, tout le monde, quoi. Donc, voilà, il faut essayer de développer le plus rapidement possible et de la meilleure façon le foot français en général, le sport. Après, en France, on a la chance d'y avoir, par exemple, Roland Garros qui est au top. Le Tour de France. Le Tour de France qui est au top. Très, très gros Les Jeux événement. Olympiques, c'était Oui. quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut que le foot, il arrive. Je pense qu'il va arriver. Sampaoli, il est arrivé à Rennes. Et il a dit, les meilleurs joueurs du monde sont au Brésil et ici. Donc, la matière, elle est là. Il faut transformer ça. Il faut profiter et faire grandir le foot français, quoi. Parce qu'il est encore vu comme un foot deuxième niveau. C'est deuxième niveau. Fabien, c'est un deuxième niveau. Mais j'ai rien dit. Personne n'achète les droits de télé de foot français. Toi, j'ai discuté, c'était avec Steve Marley qui avait nos podcasts et il a joué avec Sonny Anderson Okay. à Lyon. Et j'ai discuté avec lui pendant le podcast et j'ai dit, tu sais, quand j'étais gamin, parce on est la même génération, Steve Marley, Sonny Anderson et moi. Moi, j'étais au canapé et on était sur le terrain, petite différence. Mais bon, et je disais à Steve, toi, moi, je suis de l'époque qui n'avait pas beaucoup de médias, donc les buts, on regardait le lundi matin. Le lundi à midi, il avait les buts le week-end. Tu étais là devant la télé à midi, ça va commencer, midi 30, c'est fini. Donc, on regardait les buts, soit du championnat national, soit un peu à l'étranger, non, en Europe. Et il y avait ces mecs, Sonny Anderson, qui à chaque week-end, il avait un super but. Toi, avant, il était en Suisse, après, il vient en France. Mais on n'a jamais vu les matchs de Sonny Anderson. Parce que le football français, déjà à cette époque, ça n'intéressait pas. Mais il y avait un mec là perdu, qui faisait des super buts, et qui, quelquefois, il était convoqué avec l'équipe première du Brésil pour voir ce que ça donne, quoi. Ça n'a pas changé grand-chose. Si je parle avec mes copains au Brésil, ils ne connaissent pas, avec tout le respect que j'ai pour le club, voilà, ils ne connaissent pas le club du Caen. Ils ne connaissent pas Auxerre. Ils ne connaissent pas. Ils connaissent Olympique de Lyon, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Ça finit là, quoi. Toi, c'est pas qu'il y a Nantes, Bordeaux. La galère que Bordeaux est en train de vivre, ça fait pas de news au Brésil. Parce que c'est un foot de deuxième division. Par contre, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? On est au courant. Toi, les joueurs, sauf Neymar, il n'y a pas de star ici. Paqueta, dans le moment qu'il prenne un peu d'importance, Première Ligue. Donc, on va accompagner Paqueta en Première Ligue. Mais en France, on n'a pas accompagné. Donc, j'espère pour le foot français que le foot français, il arrive un jour à un très bon niveau, au niveau des autres clubs. Toi, il faut juste bosser. Parce que la matière, elle est là. Des brillants étudiants comme toi qui sont déjà sur le marché, c'est ça qui le foot et le sport français, il a besoin. Donc, je te souhaite le meilleur pour ta carrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. J'ai oublié quelque chose? Vous partagez quelque chose encore? Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Mais si je peux me permettre, je dirais 3 choses à ceux notamment qui vont nous écouter ou qui vont nous regarder. C'est la première des choses, de croire en soi. De croire en ses rêves, d'y aller, de foncer. La deuxième des choses, c'est que ceux qui sont en manque d'expérience et qui voudraient travailler dans le monde du sport, le bénévolat. Et la troisième, bosser, mais vous allez récolter les fruits plus tard. C'est évident. Troisième chose, le réseau. Utilisez LinkedIn. Aujourd'hui, contacter une entreprise, peu importe laquelle, c'est compliqué. On est sur des boîtes mail, on n'a pas forcément de réponse ou on a des réponses automatiques. Par contre, sur LinkedIn, vous pouvez aller cibler des personnes. On a échangé directement. Alors que peut-être qu'on serait passé sur une adresse mail générique, peut-être qu'on n'aurait pas les échanges qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, on a échangé directement, face à face. Et là, on marque des points en fait. Et communiquer. Communiquer, c'est-à-dire que LinkedIn, c'est pas juste vous postez votre CV en disant je recherche un stage ou je recherche une alternance. Utilisez-le pour montrer ce que vous faites. Pour justement, et là, on peut voir aussi ce qui se fait à l'étranger ou autre. Parce que si vous suivez des personnes, encore une fois, qui sont inspirantes, qui travaillent dans le domaine dans lequel vous évoluez, eh ben, ils vont vous montrer des choses.
la fin d'expérience aux États-Unis, peut-être sur la Chine, etc., de ce que tu me disais. Si tu communiques et que moi que je te suis, je vais voir cette idée-là et je peux la mettre éventuellement dans un premier temps à mon échelle chez moi. Et aujourd'hui, moi, LinkedIn, ça a aussi été une des clés sur mon parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai un match, ou même quand j'ai un événement, peu importe l'événement sur lequel je participe, je communique. En disant, voilà ce que j'ai fait, donc pour montrer un peu mes compétences, mon expérience, et surtout pour remercier les personnes. Parce qu'à la fin du post, j'identifie merci telle personne qui m'ont permis de réaliser cette expérience. Et aujourd'hui, le remerciement, il est important. On l'oublie un peu. Et je peux finir aussi là-dessus, sur un des concepts que M. Ribato il nous a appris, c'est la réciprocité. Donnez et vous allez recevoir. Mais si vous pensez recevoir avant de donner, c'est compliqué. Fabien, merci encore. On n'a pas d'idée. Jonathan, la caméra, vous pouvez regarder ces podcasts, mais si vous êtes en voiture ou dans la salle de sport, vous pouvez écouter parce qu'on est sur toutes les plateformes, Jonathan. On a parlé tout à l'heure, on est sur Apple Podcast et on est sur Spotify. OK? 10 heures bientôt, pourquoi pas. Donc, abonnez-vous, on a besoin de votre soutien. Ça ne coûte rien, c'est zéro. Hein. Tu sais, c'est abonné sur YouTube. C'est incroyable. Mais ça ne coûte rien. Il faut juste, poum, vous nous donnez de la force, on reste ensemble et on va continuer à rencontrer les personnes et le projet, il avance. Okay? On a beaucoup de choses à partager avec vous. Ce podcast, il est pour vous, les gars. L'expérience de Fabien, je pense qu'elle inspire beaucoup. Hein, et je dirais à la prochaine. Merci. Merci, Fabien. Merci beaucoup, Beto. Allez, ciao, ciao. Top. J'espère que tu as passé un bon moment. Excellent. Cool. J'espère que vous aussi. Ah oui.